Attention, cet épisode s'adresse à un auditoire averti. Il contient des scènes d'horreur et de violence pouvant ne pas convenir à tous les publics. Bonsoir à la communauté de Coups Critiques. On se retrouve encore une fois pour un tout nouveau one-shot d'horreur parce que il est impossible de passer ce mois d'octobre sans le plaisir de pouvoir partager notre amour pour le genre horrifique. Et j'ai la chance ce soir d'avoir à mes côtés Félix-Antoine Huard qui vient, dans le fond, participer à une petite aventure solo que je vais lui animer avec grand plaisir. Bonsoir Félix, ça va bien? Alors, bonsoir Pierre-Philippe. Merci de me recevoir sur la chaîne. Oui, notre aventure se déroule en Allemagne en 1942. J'aime la Bavière. Je souligne aussi l'Oktoberfest au passage. C'était comme une double mise en contexte. C'est ça, la double mise en contexte. Parfait. Débile. Hey, merci Félix d'être là avec moi pour ce one-shot. J'espère que ça va bien. Merci beaucoup. Je suis très content d'être là. J'ai un peu peur déjà. J'ai peur d'avoir peur. Ça appelle ça l'anxiété. C'est le fun. C'est merveilleux, l'anxiété. C'est incroyable. Fait que oui, merci aux gens qui sont là présentement, qui s'apprêtent à écouter une aventure. Peut-être que vous avez peut-être remarqué, c'est comme si on switchait de place en quelque sorte. Félix a animé une partie d'horreur dont j'ai été joueur solo. Et maintenant, c'est le contraire. J'ai animé une partie pour Félix. Et tout est dans le plaisir et tout dans la bonne humeur. Oh, donc, yeah. Félix, ce soir, nous allons jouer à un petit jeu qui s'appelle Liminal Horror. Liminal Horror, qu'on dirait en anglais, qui est un jeu de rôle très récent, en fait, pour sa version physique, sortie en 2021, qui est très, très, très minimaliste. C'est des règles très simples, assez directes, sans classe directement, une création de personnage qui est, ma foi, du bout des doigts, comme tu as pu le voir par toi-même. Ouais, très cool. Genre en 2 minutes. Là. C'est ça. Le but étant de pouvoir émuler différents types d'horreur avec ce jeu qui est vraiment clé en main. Je l'apprécie beaucoup pour l'instant. C'est la première fois que je vais l'animer, bien que j'ai pris le temps de le lire, mais c'est la première fois que je l'anime. Oh, donc, nice. ça se pourrait que les règles soient de temps en temps un peu, on va dire... un peu mis sur le coin de la table. Sauf que de toute façon, je pense qu'il n'y a aucune personne présentement qui doit l'avoir physiquement sur lui et qui va vérifier si les règles sont correctes. Fait que on te salue, toi, personne qui en ce moment jubile à la maison. Disant, moi, je l'ai, ce petit pamphlet-là de 36 pages. Parfait. Fait que oui, à soir, on joue une partie de Liminal Horror. Et puisque ce jeu permet de pouvoir émuler tout type d'horreur en quelque sorte, eh bien, je suis allé avec un scénario de mon cru que j'ai adapté pour, dans le fond, cette aventure. Un scénario qui se nomme Le souffle de la craie. Oh non. Oh oui. Ça part très mal. Oh oui. Puis j'ai vraiment fait exprès pour aller dans des zones que toi-même, je sais que tu es friand. Fait qu'on va débuter la partie. On peut voir une TV grichée. Je nous place encore une fois en spectateur omniprésent. On voit une télévision grichée. Et rapidement, l'image se stabilise alors qu'on voit comme le début de temps d'antenne à la TQS. Où est-ce qu'on voit comme le mouton noir de la TV apparaître dans un coin qui sort du trou du cul. Nice. C'est même, hein? Et on le voit comme sortir un peu. Et rapidement après, on voit une dame, cheveux courts, vraiment un peu à la garçonne, style années 90, avec des grosses boucles d'oreilles, un manteau rouge, elle tient un micro dans les mains. Et elle commence à raconter, en fait, on va dire, le téléjournal de la soirée. On la voit tenir son micro et elle dit quelque chose qui pourrait ressembler à, on va dire, au monologue suivant. Il dit oui, alors une semaine a passé depuis la disparition des 2 jeunes, dans le fond, étudiants qui, dans le fond, étaient de passage au cégep de Sainte-Marie du Givre-du-Lac, qui est, dans le fond, l'un des plus petits établissements collégiales reconnus au Québec, dans le petit village de Toussaint-des-Péchés. Les 2 étudiants en question, puis là, vous voyez comme des images qui apparaissent.
Maxime Thibault et Tommy Moisan ont disparu lors des événements suite, dans le fond, au... là, voyez-vous, je suis absolument pas capable de faire vraiment une animatrice de télévision parce qu'elles sont vraiment nickel. Ils lisent un texte en même temps, là. Elles sont vraiment bonnes. Ils ont disparu lors de la première semaine, dans le fond, de l'école, lorsque le cégep a débuté fin août. Et il y a eu, bien sûr, comme à chaque année, des événements pour accueillir les jeunes, ainsi que des initiations, dont lesquelles il y a consommation d'alcool, ainsi que différentes activités en tout genre. Les deux jeunes hommes ont été portés disparus dès le lendemain, alors qu'on pensait qu'ils avaient tous les deux dans le fond, retourner à leur logement. Malheureusement, les parents ont fait mention de leur disparition et rapidement, différents policiers ont été envoyés sur les lieux afin de découvrir ce qu'il en retournait. Ce n'est que quelques jours plus tard que finalement, M. Marco Bilodeau, concierge de l'établissement, a été arrêté suite à une découverte plutôt morbide des vêtements des jeunes hommes qui se trouvaient dans son local. Nous vous rappelons que M. Bilodeau est un ancien Tom qui a passé derrière les barreaux. En 1984, il avait été arrêté pour tentative d'enlèvement sur son propre enfant alors qu'il était en processus de séparation avec sa conjointe. M. Bilodeau a nié tout je me trouve comme bon pour prendre une espèce de ton de voix. M. Bilodeau a nié toute implication face à la situation et pour l'instant, l'enquête est sur la glace. Sophie Thibault. C'est pas Sophie Thibault, mais quelqu'un, on va dire Marilyn quelque chose pour TQS. Puis là, voyez-vous qu'à ce moment-là, la caméra se met à gricher et on peut voir vraiment un homme, peut-être dans la cinquantaine, qui a un manteau comme par-dessus lui, qui a coudé sur sa tête. Il est transporté par des policiers qui pointent du doigt leur voiture non loin et des parents des jeunes de l'établissement collégial sont situés à quelques mètres en train de huer et de lancer des objets en direction de l'individu en question qui a été arrêté. Et pour la majorité des personnes du petit village de Toussaint-des-Pêchés, il est indéniable que ce que Marco Bilodeau a, peu importe ce qu'il a fait, mené à la disparition des deux jeunes hommes en question. Comment? Pourquoi, ça reste à élucider, mais une bonne partie des habitants en sont convaincus, puisque l'individu en question avait déjà un passé criminel et que malgré sa tentative, si on veut, de réconciliation avec le quotidien hors des milieux carcéraux, ça n'a pas fonctionné. Mais une petite partie, si on veut, des parents et de la population pense qu'il y a autre chose, qu'il y a anguille sous roche, pense qu'il y a, disons, des événements qui ne sont pas expliqués, qui ne sont pas explicables et qui laissent sous-entendre que M. Bilodeau n'a rien du tout à se reprocher face à la situation et que ce dernier n'avait que trouvé probablement les vêtements des jeunes hommes, alors que ceux-ci, ou plutôt comment est-ce qu'un homme en question dans la cinquantaine n'aurait pu arrêter de force deux jeunes hommes majeurs au pic de leur santé, de leur forme, dans un établissement collégial où il y avait, dans le fond, des parties et des témoins un peu partout. C'est comme difficile, en quelque sorte, à mettre de côté. Et les gens ont commencé à se poser de plus en plus de questions alors que le temps a passé. Je dis le temps, mais on s'entend qu'au moment où on débute la partie, il y a peut-être 1 semaine et demie, 2 semaines depuis la disparition des jeunes. Et ce qui a mené vraiment à ton implication dans l'affaire actuelle, c'est une vidéo qu'un des parents d'un jeune de l'école t'a présentée. Puis on peut apercevoir une vidéo d'une classe de cégep bien normale. On s'entend, le cégep, en fait, de Toussaint-des-Pêchés, aussi, le cégep de Sainte-Marie du Givre-au-Lac est un des plus petits cégeps collégial de toute la région, de toute la province de Québec. Il n'y a que 3 programmes qui seront donnés à l'intérieur de celui-ci, c'est-à-dire arts et lettres, foresterie, et son tout premier programme qui a été offert lors de sa fabrication, lors de sa construction, c'est une formation très pointilleuse en sciences des mathématiques, puisque le bâtiment a été construit par M. Arthur Beaubien, qui était un mathématicien très reconnu, dans le fond, qui provient de la ville, du village, et qui est aussi un individu très respecté
qui malheureusement aujourd'hui est décédé. Nous sommes en 1997. La vidéo en question qui t'a été montrée, on peut apercevoir des jeunes dans une classe, un cours de arts et lettres quelconque. C'est un professeur qui enregistrait en fait des communications orales que des jeunes donnaient devant la classe concernant un ouvrage qu'ils ont lu, qui devait dans le fond expliquer on va dire le sous-entendu précis de Maria Chapdelaine. Oh, et lors des tout le monde est passé par là. Et lors des communications orales, tu peux voir dans le fond la jeune, ce qu'on voit dans la vidéo, c'est une jeune femme devant la classe qui tient une feuille dans ses mains et qui parle un peu hésitante. Et elle est là, puis elle dit, dans le fond, le sous-entendu de Maria Chapdelaine. Et à un certain moment, elle arrête de parler alors qu'elle lève un peu la tête. Et tout le monde dans la classe émet un bruit de surprise, une espèce de... Tout le monde en même temps, alors qu'on aperçoit derrière elle, alors qu'elle est en train de parler, une craie qui se met comme tranquillement à se lever et a comme seulement dessiné sur le tableau une ligne à l'horizontale seule. Et alors que la femme en question, la jeune femme en question se tourne vraiment... ça commence. Oh non! Mon Dieu. OK. Hey, je suis désolé. Alors que la jeune femme en question se tourne en direction du tableau et qu'on peut voir dans le fond la craie se déposer. Il y a comme une lettre qui avait commencé à être écrite, une espèce de A. Un A, tout simplement. Et à ce moment-là, le prof, sans le voir, on le voit qu'il prend la caméra, puis on le sent, tu vois la caméra se lever comme si ce dernier s'apprêtait à la fermer parce qu'il se passe quelque chose et définitivement les jeunes sont un peu pris au dépourvu. Il prend la caméra, il la soulève et à ce moment-là, tous les jeunes en même temps font un second. Puis ça commence à se tasser un peu alors qu'on aperçoit le bureau de l'enseignant faire et se déplacer sur lui-même un peu comme s'il était poussé par quelque chose. OK. Et à ce moment-là, la caméra s'arrête. C'était la fin de l'enregistrement. Cette image-là t'a été présentée. Et lorsqu'on t'a expliqué la situation, ça faisait, en dedans de 1 semaine et demie, c'était peut-être le 10e ou 12e cas rapporté d'événements qui dépassent l'entendement humain. Oh, OK. Toussaint-des-Péchés a toujours été reconnu, du moins par ses habitants, comme un endroit qui va toujours aller sur la mince ligne entre le réel et l'imaginaire, qui va toujours être, on va dire, bercé par une histoire un peu lugubre, mais en même temps un peu romantique, où les habitants le savent qu'il se passe des choses particulières dans cette ville-là. Mais ils y sont bien et ils y ont toujours habité et ça va toujours être ça. Donc, ça n'a pas nécessairement été dévoilé au journal, on va dire sur le long terme, tous ces événements-là qui sont arrivés. Ça a été le seul événement qui a été enregistré. Mais toi, puisque tu es revenu dans les environs, ton personnage qui se nomme Julien Boisvert. Tu es revenu suite à tes différentes interventions journalistiques en territoire contesté, espèce de territoire de guerre, comme on appelle. Yep. Et tu es revenu habiter à Toussaint-des-Péchés après des événements particuliers que tu as vécus. Les gens te voient un peu comme une star. Tu es allé en Europe, tu es allé de l'autre côté de l'océan. Tu es allé à des endroits que certains d'entre eux ne savent même pas que ça existe du monde. Là. Depuis leurs 17 ans, ils travaillent à la shop de leur père. Aujourd'hui, ils ont 45 ans. Ils vont travailler à la shop de leur père jusqu'à leur mort. Puis ils vont s'être jamais posé d'autres questions que simplement qu'est-ce que je dois avoir dans mes mains demain pour pouvoir réparer tel morceau de la voiture qui est brisé. Et toi, t'as sorti de ça. Tu as été à l'école, tu as fait des grandes études, tu as eu des opportunités, tu les as pris, tu es allé faire des enquêtes sur le terrain, tu as été reconnu pour certains morceaux, pour certains billets dans certains journaux. Ensuite, tu es allé faire du journalisme à l'international, tu es allé faire du journalisme de guerre et rapidement, les gens t'ont perçu un peu comme une vedette, alors que tu n'as pas du tout le même prestige et la même prestance que, on va dire, Céline Dion dans ces années-là. Mais tout de même, les gens de Toussaint-des-Péchés
se disent « Hey, Julien, c'est quelqu'un. Ce gars-là, on l'a vu à TV. Je l'ai vu à TV, je sais que c'est quelqu'un. » Fait que lorsque cet événement-là est arrivé, et en connaissant que tu es un journaliste de terrain qui fait un travail exemplaire, tu as été approché par ces quelques parents, même quelques enseignants, afin de te pencher sur la situation qui se déroule présentement à l'école, au collège, au cégep plutôt, concernant la disparition de ces jeunes, mais également aussi les événements qui en découlent. C'est-à-dire, comme tu as pu voir sur la vidéo, une craie se lever, écrire une lettre au tableau, un meuble qui se déplace. Certaines personnes ont fait mention de sons, de bruit, comme quelqu'un qui gémit, quelqu'un qui pleure. D'autres personnes mentionnent avoir aperçu du coin de l'œil, dans leur angle mort, une forme, comme s'il se faisait fixer par une personne qui, une fois la tête tournée, avait disparu. On est dans une situation qui clairement vient bercer le surréaliste et le surnaturel. Et c'est pas quelque chose qui t'est, on va dire, méconnu. Tu as déjà, par le passé, peut-être vécu des choses en lien avec ça. Et tes raisons sont tiennes, mais tout de même, tu as accepté de te pencher sur la question. Mais tu le sais clairement que, vu la situation, tu as peut-être tenté, une première fois, d'aller investiguer sur les lieux le jour. Mais rapidement, tu t'es fait montrer la porte parce que l'école n'a pas du tout, on va dire, l'intention de laisser un journaliste se promener en plein jour à l'intérieur de l'école, questionner les jeunes, poser des questions, essayer de savoir un peu qu'est-ce qu'il en retourne, qu'est-ce qui se passe et tout ça, puis même prendre des photos, puis prendre des notes sur certaines situations. Ils t'ont montré la porte. Mais, puisque justement des enseignants et des parents te le demandent, tu as eu des passe-droits, et la nuit, tu as des enseignants qui viennent te débarrer le local, en fait plutôt les portes du cégep, afin que tu puisses aller y glisser ton nez et voir qu'est-ce qui se passe. J'aimerais ça savoir, Julien, lors de ce seul moment où tu as pu, on va dire de jour, te rendre jusqu'au cégep, quel type d'informations tu as essayé de trouver concernant ce qui s'y déroule, que ce soit les disparitions ou les événements paranormaux qui se passent à l'intérieur de ces murs? J'imagine que de jour, ce que j'ai tenté de voir, c'est le lieu où les choses ont été filmées. Mon premier besoin, c'est de valider que c'est pas une supercherie. Même si j'ai confiance aux gens qui me confient de l'information, je vais essayer de voir la vidéo. Est-ce que c'est réel? T'sais? Est-ce que le lieu pourrait correspondre à une supercherie? Autrement, fort probablement que je vais essayer de trouver au moins une personne contact qui connaissait Maxime Thibault, ou c'est Anthony Moisan l'autre? J'ai dit ça? Maxime ou Anthony? Thibault et Tommy Moisan. Tommy Moisan. Tu vois, déjà, je reprends une petite note dans mon calepin. Puis je dois avoir pris l'adresse ou le numéro de téléphone d'un ou d'une amie, d'un parent, d'un proche, de son tuteur, d'un prof. Name it, là. Okay. Ouais. C'est pas mal les deux trucs, là. Lance-moi un des quatre, s'il te plaît. Tommy Moisan. Ok, Tommy. Des petits dice m'a donné un 4. Ok. Tu avais le choix entre deux contacts. C'est inquiétant. Yes, it is. Tu avais le choix entre deux contacts. Tu es tombé sur Naomi Milton, qui est en fond une jeune étudiante qui ne vient pas du coin, mais qui étudie dans le fond dans ce programme hyper contingenté de sciences des mathématiques, qui, elle, est la copine de Maxime Thibault. Naomi? Oui, Naomi Milton. Copine de Maxime Thibault. Good. Exactement. Ça, c'est le contact que tu as eu. Et concernant l'autre chose que tu voulais savoir, c'était le lieu. La vidéo, tu sais, c'est une supercherie. Je veux juste m'assurer qu'on ne me mène pas en bateau. Là. OK. Fais-moi, s'il te plaît, un jet, comme pour les gens qui écoutent à la maison, le Liminal Horror a 3 caractéristiques, tout simplement. Force, dextérité, contrôle. Fais-moi un jet de contrôle, s'il te plaît.
Échec, j'ai 18 et ma caractéristique est à 13, donc il faut que j'aille en bas de ma caractéristique. Oui, en bas ou égal, parfait. Donc c'est un échec. Parfait. Tu dis parfait. C'est parfait. C'est parfait. T'as pas de confirmation claire. Tu es allé à l'endroit, tu es allé à pas le local, où est-ce que ça s'est passé. Tu vois le bureau. Le A a été effacé au tableau parce qu'il y a eu des cours, il s'est passé des choses. Vraiment, t'es pas resté... rien n'est resté de glace le temps que tu arrives à cet endroit-là. C'est probablement un des seuls endroits que tu as pu visiter avant de te faire montrer la porte du cégep durant le jour. Mais il n'y a rien qui te confirme que cette vidéo-là est vraie, même si tu le vois clairement au moment où tu es allé voir ce local-là. Des jeunes ont déposé sur le sol, à côté de la porte d'entrée du local, des fleurs, des cartes, en l'honneur des 2 jeunes hommes, pour que leur âme, s'ils sont décédés, soit, dans le fond, en repos. Mais une chose que tu remarques, par contre, c'est que ce n'est pas le seul endroit que des choses ainsi ont été déposées, qui laisse sous-entendre que ce n'est pas le seul endroit où s'est déroulé des choses. Parce que tu vois qu'il y a d'autres endroits aussi où il y a des fleurs, des mots, des collants qui ont été placés. Et les jeunes du cégep ont comme ce réflexe d'aller vouloir rentrer en contact avec eux d'une quelconque manière en déposant des objets qui sont importants pour eux à des endroits où il y a eu des événements surnaturels. Donc, pour les jeunes du cégep, c'est clair, il y a un lien entre les deux. Oui, définitivement. Cool. Définitivement. Excellente information. C'est très rapide même. Ça a été comme... ça s'est passé, il y a eu un A qui est apparu, une autre fois, il y a un objet qui s'est levé, il y a des objets qui ont volé, qui ont cassé, puis ça concorde une semaine avant, les 2 jeunes ont disparu, le concierge a été arrêté. Fait que, oui, définitivement, les jeunes. Donc, les jeunes sont disparus une semaine avant ces événements paranormaux-là. Exactement. OK, parfait. Exactement. Et là, comment est-ce qu'on va, dans le fond, diviser cette partie-là, qui est en quelque sorte, oui, une enquête, mais aussi une expérience narrative qu'on va vivre ensemble. Oh yeah! C'est qu'il va y avoir des segments qui vont être plus techniques, où est-ce qu'on ne va pas nécessairement jouer le moment, mais je vais te demander un peu qu'est-ce que tu fais, qui sont des moments de jour, et il y a des moments de nuit où est-ce que tu vas pouvoir, si tu veux bien sûr, ou si tu as trop peur, on va te skipper au jour, aller investiguer en fait les lieux du cégep une fois la nuit tombée. OK. Fait que ça, je prends en considération que ce qu'on vient de faire, c'est un peu comme la première journée. C'est parfait. Et tu sais que de nuit, tu as un prof. Une prof, en fait, de mathématiques. Donc, il y a Agnès Plamondon qui est venue t'ouvrir les portes du cégep en sachant très bien que ça pourrait mettre sa carrière en jeu. Mais malgré le fait qu'elle enseigne une science qui est très tangible et très concrète, elle a définitivement des croyances religieuses qui laissent présager le fait qu'elle pense que l'esprit des 2 jeunes hommes sont encore présents à l'intérieur du bâtiment. Excellent. Fait qu'au moment où est-ce qu'on débute vraiment, si on veut, cette partie, je prends en considération que tu es seul. Tu es devant la porte d'entrée du cégep, qui est un cégep, je dirais, de très petite taille. C'est vraiment pas un gros bâtiment, un gros établissement. C'est un seul bâtiment carré, monté sur 3 étages avec un sous-sol. Et ça ressemble à ça. Au premier étage, il n'y a pas vraiment de classe. C'est la cafétéria, les aires communes. Ouais, les aires communes, le gym, les aires communes. Les classes sont au 2e, au 3e. Et au sous-sol, c'est des lieux de casier, c'est des lieux de tu sais, bref, la fournaise et toutes ces choses-là. On va pas là. Donc... Okay. Quasi fournaise. Ok, parfait. Ben, juste pour mettre un peu de contexte sur mon personnage, j'imagine de façon super narrative qu'il y a comme une grosse page de journal là, qui passe balayée par le vent, puis là c'est ma face de moi quand j'étais reporter, là, puis là elle se ramasse, mais au final la personne super sharp, très droite, serait super cartésienne qu'on voyait dans les journaux puis à la télé, laisse place à une loque humaine dans un par-dessus délavé, taché, des taches de moutarde d'un hot dog que je me suis clenché sur l'heure du dîner. Je dois jeter une 7e cigarette en avant de la porte pour essayer de me convaincre de rentrer à l'intérieur. En cachette, je prends une petite gorgée de la flasque que j'ai dans ma poche. OK. Puis je vais rentrer à l'intérieur du cégep.
Tu vois qu'à ce moment-là, il y a Agnès, veut pas, qui te prend par le bras, la dame très croyante, l'enseignante de mathématiques. Une femme d'environ fin quarantaine, chignon à la tête, les cheveux étirés, l'air sévère, mais avec un bon fond, qui te dit avez-vous besoin que je vienne avec vous, monsieur? Non, ça va. Merci, Madame Agnès. Je vais m'en occuper tout seul, comme ça, si jamais il se passe quelque chose, on se sera jamais vu, ni connu. Faites-vous-en pas. Un bon journaliste ne dévoile jamais ses sources. Non, je comprends ça. Pensez-vous vraiment que l'endroit est hanté? A priori, j'aurais tendance à croire que non. Mais chacune de mes enquêtes m'a amené là où mes hypothèses faisaient fausse route. Vous savez, c'est toujours dans l'inexplicable qu'on trouve des réponses, Madame Plamondon. C'est bien vrai ça. Vous dites bien ça. Avoir été un peu plus jeune, je vous aurais peut-être eu comme élève. Je pensais pas que c'était là que vous en alliez, mais avec plaisir. J'aurais pas été un très bon élève de maths. Les chiffres, j'y comprends rien. C'est plus les lettres, mon affaire. Oui, avec l'emploi que vous avez. Bon, ben, écoutez, je veux pas non plus attirer de l'attention. Je vais vous laisser. Je vous laisse la porte débarrée. Tout ce que vous avez à faire en sortant, c'est de la clencher comme du monde, puis elle va se barrer tout seul. J'aurais juste une petite question pour vous, Madame Plamondon, avant que vous partiez. Oui. Le concierge, Marco Bilodeau. Oui. Vous y croyez, vous? Écoutez, c'est un monsieur qui a toujours été bien malchanceux dans son existence avec la séparation de sa femme, puis bien sûr l'événement qui en est découlé avec son enfant. Je pense pas qu'il y avait un mauvais fond. Non, je pense pas qu'il a causé quelconque tort à ces enfants-là, mais je peux bien croire qu'il doit savoir quelque chose, avoir eu leurs vêtements dans son bureau. Ouais. C'est dommage. Mais vous savez que c'était pas tous les vêtements, par contre. Hein? Ah ouais? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est bizarre un peu qu'il y ait, oui, les culottes, les gilets, puis tout ça, mais qu'il y ait une paire, un demi-soulier sur deux, puis une demi-paire de bas, puis... Vous voulez dire qu'il manquait un bas sur deux, puis un pied sur deux? Ben, comme s'il manquait des bouts, là, je pense pas que... En tout cas, de ce que j'ai vu lorsque j'ai passé rapidement, avant que les policiers prennent toute la chose là, en main, là, je veux dire, à moins qu'il lui-même, il ne sait pas où est-ce qu'il est passé les autres morceaux de linge, mais je pense pas que deux jeunes étudiants auraient été habillés au complet avec tout ce qu'il y avait là. Ça me fait penser... Maxime puis Tommy, est-ce que vous les aviez dans vos cours? J'avais Maxime. Tommy n'était pas en mathématiques. Savez-vous s'il y avait tendance à se ramasser à une certaine place pour aller fumer pendant le break ou... Tu vois que ce commentaire-là, elle a l'air un peu malaisée. Elle regarde un peu le sol, ses petits souliers pointus qui viennent craqueler quelques petits cailloux sur le plancher. Je vais utiliser un bon vieux truc de journaliste, puis je vais mettre ma main sur son avant-bras, comme pour établir un contact physique. Je vais essayer d'aller capter son regard en dessous. Je veux pas vous mettre mal à l'aise, là, Madame Plamondon. Je veux surtout savoir la vérité. Ben écoutez, c'est sûr qu'il y a eu les initiations. Là, il se passe plein de choses pendant les initiations. Les jeunes font plein d'affaires qu'ils doivent pas. Là, puis, je vous dirais que oui. Le sous-sol du collège, là, il y a des endroits un peu plus coincés, là, des angles un peu des angles obtus qu'on voit pas tout ce qui se passe. Puis effectivement que ça arrive des fois qu'on ramasse, on trouve des restants de botch, puis même des fois des petits bouts de joint, mais je pense pas que ça se pourrait que des fois qu'il y aille là, surtout dans les premières semaines quand la session est plus légère un peu. Là. Je peux comprendre. Merci, Madame Plamondon. Ni vu ni connu. Merci. N'oubliez pas de barrer la porte, là. Clenchez-la comme du monde en sortant. Promis. Bonne chance, là. Il faut qu'elle tourne les talons, puis elle s'en va à une petite vitesse jusqu'à sa voiture. Je vais me murmurer à moi-même. Là où je m'en vais, la chance n'a rien à voir. Tu pénètres le cégep? Ou tu t'en vas courant? Okay. Est-ce que j'ai une flashlight? Oui, absolument. Excellent. Tu pourrais aussi allumer les lumières si tu veux. C'est sûr, ça pourrait attirer l'attention, mais tu as une flashlight.
Je vais commencer à m'avancer en utilisant la lumière naturelle des fenêtres pour essayer de pénétrer un peu dans le lieu, attendre que son véhicule quitte. De par mon expérience, j'imagine, en tant que journaliste de guerre, j'ai développé la patience pour ne pas me mettre en danger. Mon but, là, c'est de vraiment être sûr que les gens pourraient penser qu'elle a fait de l'overtime, puis elle est partie. Puis là, moi, je vais commencer mon exploration. Puis je descendrai pas tout de suite dans les sous-sols. Je vais essayer de monter à l'étage, aller voir les classes, retrouver les lieux que j'avais pas pu bien explorer plus tôt. OK, parfait. Tu montes à l'étage, au moment où tu rentres, vraiment on va dire le rez-de-chaussée, c'est, comme on mentionnait tout à l'heure, les aires communes, cafétéria, gym et tout ça. Et il y a une espèce de grand escalier large situé au centre de l'étage qui permet de monter au deuxième. Et le deuxième débute en genre de mezzanine qui tourne autour, si on veut, du premier étage avant de finalement s'enfoncer dans des couloirs qui permettent d'explorer différentes salles de classe qui se ressemblent une aux autres. Un cégep, quoi. Un cégep, exactement. Excellent. On salue nos amis en Europe qui se demandent depuis tantôt où nous sommes. On vous invite à aller voir sur Google c'est quoi la beauté des cégeps au Québec, lieu d'expérience. Excellent. Fait que je prends cet escalier en colimaçon, puis rendu à l'étage, là je vais allumer ma lampe de poche. Parfait. Tu montes à l'étage, tu allumes ta lampe de poche. La première chose que tu vois, c'est que tu as une belle vue d'ensemble, si on veut, qui plonge en direction du premier étage. Tu es comme tout en haut de l'escalier. Et tu as le contour de la mezzanine qui se voit également. Et tu aperçois sur quelques babillards placés à certains endroits où le regard vient porter des feuilles, des photos. Encore une fois, il y a des photos qui font comme hommage un peu, à quelque sorte, à ces deux jeunes-là qui ont disparu, mais aussi des pamphlets qui laissent présager « Hey, tel party, telle date » ou « N'oubliez pas, c'est un don de sang, telle date », des choses comme ça. Fait que c'est très, très classique. Excellent. Est-ce qu'il y a, sur tous ces babillards-là, une photo ou une affiche qui contiendra des photos qui sont visiblement des photos des étudiants du cégep? Mon but, là, c'est de pouvoir prendre une photo des étudiants du cégep au cas où que je rencontre quelqu'un plus tard. Sans nécessairement savoir c'est qui, là, je m'en fous. Oui, absolument. Tu as des photos qui représentent soit Maxime ou Tommy, comme les bras par-dessus, les épaules avec des jeunes. Mage, là, j'imagine. Okay. Ouais. Ben, je prends cette photo-là, c'est sûr. OK. Je regarde un peu plus, j'essaie de voir à quoi il ressemble, puis je continue mon exploration tout autour de moi. OK. Avec ma lampe de poche. Est-ce que tu t'enfonces dans les couloirs? Je vais essayer de retrouver la salle de classe où il y a eu la manifestation. Fait que, de mémoire, je vais retrouver les endroits où il y a ces espèces de monticules, hommages, de fleurs, d'autocollants, de name it, là. Puis je vais essayer de m'engouffrer dans un de ces premiers lieux de classe où il y a eu une expérience paranormale. Parfait. Tu retrouves aisément le lieu en question. Tu vois que la majorité des objets qui étaient là durant le jour quand tu as été voir ont été enlevés. Comme si, justement, il fallait qu'ils soient enlevés pour soit le nettoyage ou des choses comme ça. Bref, ils ont peut-être quelqu'un qui vient nettoyer le concierge, peut-être, de jour. Mais tout de même, présentement, il en reste quelques-uns, ceux qui sont collés plus sur les murs, mais tout ce qui est au ras du sol a été retiré et a été placé comme un peu à côté, sur une petite chaise qui a été placée là, vraiment. Juste il y a quand même un respect. Là. Oui, ça n'a pas été... On n'essaye pas de faire comme si ça s'était pas passé. Là. Non, exactement. Okay. Et tu rentres dans la porte. La porte, dans le fond, tu rentres dans la pièce. La porte a été délibérément débarrée pour justement ton exploration. Au moment où tu pénètres, tout a été placé aux endroits qu'il devait. Tout a été, dans le fond, tout a été repris sa place. Il n'y a plus rien au tableau. Le meuble de l'enseignante est replacé au bon endroit. Les bureaux sont vides, sont alignés presque à la perfection. Ici et là, tu vois quelques défauts d'un bureau qui était un peu plus tourné à gauche, un peu plus tourné à droite. Mais ça sent comme le début d'une session où les jeunes prennent encore au sérieux leurs études. Ouais, tout à fait. Excellent. Pour m'imprégner de l'ambiance, j'ai essayé de recréer la scène. Fait que si je trouve une salle de classe qui est semblable à la vidéo que j'ai vue de la manifestation surnaturelle, j'ai essayé de me rasseoir à l'endroit où l'enseignant était assis pour filmer. OK.
Parfait. Puis je vais éteindre ma lampe de poche. Puis on est dans les années 50 dans un cégep, 60? tu Des m'as années dit? 90, 90? Ah oui, ben oui, 50 c'est tantôt. T'as un flip phone. Oui, mon erreur. On voyage 50 ans plus tard. Oh. Oui. Dans les années 90. Fait que, regarde, je suis un délinquant. Je vais m'allumer une cigarette en cachette dans la salle de classe. Puis je vais réfléchir en fumant ma clope. Tu réfléchis en fumant ta clope. Tu l'enlignes. Là. Ça fait peut-être 2-3 minutes que tu es là en silence. Dans l'obscurité. La seule chose qui illumine, c'est vraiment la lueur de ta cigarette parce que tu n'es pas dans une classe qui est située aux alentours, si on veut, des murs sortants du cégep. Tu n'as pas comme la lumière de l'extérieur. Tu es vraiment comme une classe centrale. Quel lieu d'érudition et de savoir. Ouais. Il y en a, là. Il y en a. Oui. J'ai passé par là, c'était horrible. Ah, ouais. Tu fumais tes clopes, tu fumes ta clope, elle s'illumine, elle s'éteint, elle s'illumine. Tu commences à l'avoir presque terminée aux 3/4. C'est silencieux, là. Il n'y a pas un bruit. Et soudainement, tu entends comme le craquement, comme d'une craie qui se casse. Okay. Quelque chose qui se broie, une espèce de... Je vais prendre ma cigarette, accumuler de la bave sur ma langue, essayer de la topper un peu, puis la botcher en dessous de mon soulier. Je vais la craquer, la mettre dans le repli de ma veste, puis je vais rester dans le noir à écouter. Fais-moi un jeu de contrôle, s'il te plaît. Succès, 2, j'ai 13. T'aperçois quelque chose au coin de ton œil, comme une forme qui se lève du sol. Oh. Une forme humanoïde qui s'étire et qui s'élève. Qu'est-ce que tu fais? Ok, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ma lampe de poche. Oui. Puis je vais l'allumer dans le revers de ma veste pour éclairer, mais pas directement. Puis j'éclairerai pas en direction de la forme. Je vais éclairer en direction de la porte, mettons. Tu comprends? Je vais essayer d'utiliser la lumière de reflet de contre-jour. Je veux pas visiblement allumer une flashlight parce que j'ai encore un peu le doute que c'est la police, mettons. Oui, parfait. Tu as ta lampe torche dans ton manteau, tu te vires de bord, tu l'allumes. Il n'y a plus rien. Rien du tout. Il n'y a jamais eu rien du tout face à toi. Tu es face à une classe vide, mais au même moment, à ce moment-là, tu sens le souffle de quelque chose qui arrive à ton oreille. Comme quelqu'un qui viendrait te murmurer des mots, puis t'entends une espèce de petit... Je sors ma lampe de poche, puis je commence à éclairer partout autour de moi, puis je me lève d'un bond en repoussant mon bureau. Okay. Tu te lèves debout. Ton bureau se tasse un peu, parce que tu l'as comme repoussé. Et le murmure que tu entends dans ton oreille a cessé. Tu te retrouves de nouveau seul dans cette salle de classe. Ok, Julien. C'est normal, Julien. Ça arrive. Ok. Je vais me rasseoir. Exactement au même lieu. Mais je vais sortir la photo. Puis je vais la mettre sur le bureau en avant de moi. Puis je vais refermer ma lampe de poche. Tu refermes ta lampe de poche. T'attends. T'entends quelques minutes. T'entends comme un espèce de gros... BAM! Comme quelque chose qui tombe sur le sol. À l'extérieur dans le fond de la salle de classe où est-ce qu'il est. Je me pitch en dessous de mon bureau. Ah ben ouais, c'est vrai, t'as comme un réflexe de... Et, PTSD. Oui, tu te lances en dessous de ton bureau. Tu le sais pas c'était quoi, mais alors que tu commences à rationaliser, ça te donne vraiment l'impression comme d'une porte d'un casier qui viendrait de claquer. Ok. Je vais me répéter des phrases que j'ai dû apprendre du temps de mon service militaire pour me calmer, me ramener toujours au même endroit. Je dois garder mes sens alertes. Si je perds les sens, je perds la vie. Si je perds les sens, je perds la vie. Ok. Je vais mettre ma main au-dessus puis je vais essayer de reprendre la photo. Tu
te lèves, tu prends la main, tu tends la main, tu prends la photo, et comme elle était lorsque tu l'as déposée. Je la remets dans la poche de ma veste. Je me glisse en dessous des bureaux, à travers tous les bureaux puis les pupitres, en essayant de faire le moins de bruit possible en direction de la porte extérieure de la pièce. Okay. Tu sors, tu te retrouves dans les couloirs obscurs du cégep. Les extrémités sont illuminées par des grandes fenêtres qui mènent à l'extérieur, d'où on peut voir la lumière d'un poteau électrique qui ne fait que gricher un peu. Et tu remarques l'ombre d'un des casiers qui est ouvert. Il y a des casiers à l'étage entre les classes? Oui. Ok. Je vais prendre un pas de recul à l'intérieur de la pièce. Je vais allumer ma flashlight puis je vais éclairer le tableau qui était dans la pièce. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit au tableau? Tu remarques à ce moment-là que c'est comme si une craie avait été levée, puis il y avait un message, quelque chose qui a voulu être dessiné. Tu vois, la première lettre a bien roulé. Ça ressemble encore une fois à un A, mais celui-ci ne se termine pas, dans le fond, de la même manière élégante qu'il a débuté, alors qu'il se termine comme dans un gribouillage, comme si la personne qui l'avait commencé a dû arrêter subitement son... Ok. Je vais sortir de la pièce. Je vais me retourner dans le couloir. Je vais prendre ma lampe de poche. Et je vais essayer encore une fois un autre truc qu'on m'a appris au front. Je vais essayer de coincer ma lampe de poche dans quelque chose. Comme pour donner l'impression que la lumière puis moi je suis à la lampe de poche. Mais je vais la pointer dans la direction opposée de où je veux m'en aller. Pour pas être ébloui ni être éclairé par ma propre lumière. Puis je vais me diriger un petit peu dans la direction de la porte qui est ouverte. Mon objectif, dans le fond, DM, c'est toujours dans la pensée que si c'est la police, je suis dans la marde. Si c'est pas la police, c'est ce que je cherche. Fait que je reviendrai chercher ma lampe de poche. Mais là, je veux faire diversion. Fait que j'accroche ma poignée dans l'embrasure de la porte puis je me dirige vers le casier. Mettons. Ça me va. Je trouve ça très, très bien pensé. Tu te diriges en direction du casier, laissant ta lampe de poche accrochée à la poignée de la porte de la classe. Lorsque tu arrives au casier, tu vois que ce n'est pas celui de Maxime ni de Tommy, pour la simple et bonne raison qu'à l'intérieur ouvert, tu aperçois des photos de gens, tu aperçois des objets, des choses qui appartiennent à quelqu'un. Tu vois que celui-ci est au nom, en fait, de Naomi Milton, qui est la copine de Maxime. OK. Tu aperçois que le casier, normalement, aurait été barré, mais le cadenas a été ouvert. C'est une combinaison de 3 chiffres plutôt, que tu roules. Donc, le cadenas n'a pas été forcé, il a été littéralement ouvert. Je vais prendre mon flip phone, puis je vais éclairer avec la lumière de mon flip phone à l'intérieur du casier pour voir un peu les trucs. Puis est-ce que je suis capable d'éclairer le cadenas pour voir le code? En fait, non, parce que c'est un cadenas roulette. Fait que tu connais pas les 2 premiers chiffres. Tu connais juste le dernier. Je pensais que c'était comme t'écris 4 chiffres. Non. C'est un 3 chiffres à roulette. Fait que tu connais juste, dans le fond, le dernier chiffre qui est comme 34. Mais les 2 autres, tu ne les connais pas. Et lorsque tu éclaires l'intérieur du casier avec ton téléphone, tu aperçois des photos dans le fond du casier. Des photos de elle avec Maxime, elle avec des amis de filles, elle avec différents individus du cégep, une photo avec ses parents. Et il y a une photo qui attire ton attention. Okay. Tu vois qu'il y a une photo d'elle avec Maxime et Tommy. Les 2 jeunes hommes qui ont disparu. Et tu vois qu'il y a avec un crayon feutre rose, il y a un cœur qui a été dessiné entre Maxime et Tommy. Of course. Ok. Je vais prendre la photo. Fait quoi, 15 minutes, c'est commencé. Ça va, Félix, tu t'en sors? Je suis déjà tout trempe. Ok. Oui, j'adore ça. C'est une réaction physiologique hors de mon contrôle. J'ai beaucoup de plaisir. Je vais prendre la photo avec le cœur. Oui. Puis je vais sûrement murmurer à moi-même. L'inexplicable s'explique. Je vais ranger cette photo-là dans ma veste. Je vais prendre en note le dernier chiffre du cadenas, même si ça n'a pas d'importance. Juste parce que je note tout.
Puis je vais remarcher en direction de ma lampe de poche. Est-ce que tu refermes le casier? Non. Ok. Tu remarches en direction de ta lampe de poche. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je reprends ma lampe de poche. Mhm. Puis je retourne voir le casier, mais là, beaucoup mieux éclairé avec ma lampe de poche, voir que j'ai rien manqué, que Ok. qu'il n'y a pas un couteau ensanglanté pendu à droite. Là, tu sais. Mon Dieu. Ok. Je te demanderai de me faire peut-être un petit jet de contrôle, s'il te plaît. Nice, il y a un couteau ensanglanté à droite. C'est un échec. 16 sur 13. Tu fais aller ta lampe de poche. Tu cherches un peu qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Il n'y a rien vraiment qui éclaire, disons, autre ce que tu vois vraiment de tes yeux vus, rien qui attire ton attention. Et c'est ainsi que je vais faire terminer en fait la première nuit. Mhm. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui va se dérouler au courant de cette nuit-là. Et juste de demander d'un point de vue plus technique, qu'est-ce que tu vas faire de ta journée? Je vais essayer de prendre Naomi en filature. Je vais essayer d'aller observer ses moindres faits et gestes. Fait que si je suis capable de... Ben, premièrement, je vais retourner à mon appartement miteux. Oui. Je vais mal dormir, essayer de résoudre cette énigme du passé qui m'est toujours inexplicable. Ce fameux événement en ex-Yougoslavie que je ne comprends toujours pas. Je vais me péter la face en essayant d'oublier puis de comprendre. Et donc terminer ma nuit puis commencer mon matin très tard de façon bien amochée. Je vais me faire un fameux déjeuner café gris et 3 cigarettes. Descendre, me pogner genre un Pop-Tart au dépanneur, saluer le bonhomme du DEP, parle, jase. Puis retourner proche du cégep via une passe d'autobus parce que c'est sûr j'ai pas de char. Puis je vais essayer de voir si Naomi passe au cégep. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants, tu sais. Est-ce que je suis capable de la revoir? Puis si oui, je vais la prendre en filature quand elle n'est pas dans le cégep. Parfait. Tu fais tout ça. Tu fais ton petit train-train quotidien d'homme du lendemain. Là. Et je vais te demander de me faire un jet de dextérité, s'il te plaît. Échec, 11 sur 9. Échec. Malgré tes efforts et malgré peut-être aussi parce que tu as assurément la tête dans le cul, tu ne réussis pas à faire une filature efficace à Noémie. Et celle-ci te glisse entre les doigts alors qu'elle quittait le cégep. Elle avait des cours cette journée-là. Elle a la formation en mathématiques qui est hyper condensée, qui est hyper difficile, qui a des cours toute la journée. Et peut-être que tu l'as manqué alors qu'elle sortait, peut-être qu'elle est sortie par une autre porte. Bref, tu ne l'as jamais vu sortir du cégep. Okay. Est-ce que tu fais autre chose de ta journée? En prévision du soir, est-ce que mon flip phone prend des photos? Oui. On est rendu là dans l'univers. Débile. Ouais. Parfait. Je vais aller faire photocopier la photo, les 2 photos que j'ai. Celle qui représente Maxime et Tommy, ben normal. Puis je vais aller obtenir un duplicata de la photo compromettante. Gros guillemets là-dessus. Là. Okay. De Naomi, Tommy et Maxime. Parfait. Oui. Pour mon point de vue à moi, dans ma vie de reporter, je sais qu'il y a des choses qu'on peut pas montrer puis qu'il y a des choses qui sont pas acceptées. Moi, je m'en contre-torche, mais je sais ce que ça veut dire, cette photo-là. Ou à tout le moins, j'ai mon hypothèse. Le cœur entre les deux, ça veut dire que Naomi, c'est un front. OK. Parfait. Tu fais tout ce que tu as à faire, tu te fais des copies des photos. Ton but avec les photos principales, les originales, tu vas faire quoi? Le soir venu, si je suis capable de retourner, je vais retourner mettre la photo dans le casier. Je vais m'en garder une copie. Mais je vais laisser une note avec la photo. Appelle-moi. Puis je vais mettre mon numéro de téléphone. OK. Parfait. Ben écoute, on va en revenir là, alors que c'est le soir et qu'il y a encore une fois Mme Plamondon. Oui. Le paye, c'est bon, là, c'est correct. J'ai bien compris ce qui est. Numéro 1. Ouais, parfait. Okay, cool. Je numéro 1. C'est numéro 1. On a nos moments plus techniques de jour. Non, c'est parfait. L'investigation le soir, où est-ce que tu arrives au cégep, tout fait ce que tu devais faire durant ta journée. Tu as essayé de faire ta filature, ça n'a pas marché. Et il y a encore une fois, il y a Mme Plamondon qui vient t'ouvrir le local, en fait, les portes du cégep, qui t'a une discussion peut-être un peu moins enjouée que la première fois. Là, seulement, ça devient comme un peu plus... pas nécessairement une habitude, mais tu sais, elle te débarre le cégep, elle te regarde, elle te donne une petite tape sur l'épaule en disant que ça va bien aller.
Puis après ça, ben, elle s'en va. Mais j'aimerais ça l'accrocher si je peux. Ah, bien sûr. L'accrocher d'un crochet droit ou... Non, oui. Pardon, Madame Plamondon. Naomi Milton, c'est dans votre classe? Oui, c'est une des étudiantes en mathématiques. Une jeune femme très, très, très talentueuse. Elle a un bel avenir devant elle. De ce que j'en comprends, c'était aussi l'ami de cœur de Maxime Thibault. Oui. J'ai pas... les deux étaient assis ensemble dans plusieurs cours, mais je ne sais pas... il semblerait, oui. Ok, entre vous et moi, là. Vous les avez pas vus se bécoter dans le hall d'André, mettons? Non, mais c'est pas mon genre non plus d'essayer d'essayer d'attirer l'œil à ça non plus, je dirais. Quelqu'un que vous pourriez me nommer, un prof ou un autre élève, près de qui je pourrais obtenir de l'information sur Tommy Moisan? Oui, ben, son meilleur ami, Daniel Vachon. C'était pas Maxime Thibault, son meilleur ami? Ben, en fait, c'était un de ses meilleurs amis, mais aussi Daniel Vachon, qui est un autre ami. Ok. Il est dans Henriette, par exemple. Oh, il est fin pareil, j'en suis convaincu. Ok. Merci, Madame Plamondon. Encore une fois, ni vu ni connu. Avant de partir, elle se retourne vers toi. T'as comme ouvert une porte, là. Elle te dit, juste par curiosité, là, j'ai pas besoin d'avoir les détails, mais hier soir, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que vous avez vu des signes, peut-être, encourageants? Madame Plamondon, si je vous révélais ce que je sais, de 1, je serais un mauvais journaliste. De 2, ça vous mettrait dans le trouble au cas où qu'on vous pose des questions. Je suis vraiment désolé, mais c'est mieux pour moi de rien vous dire. La seule chose que je vais vous dire, c'est que je suis toujours pas allé dans le sous-sol. Ah, bon, écoutez, faites attention à vous, là. Elle donne une petite tape sur ses épaules, puis elle s'en va. C'est comme son espèce de signature move, les petites tapes sur les épaules. Je veux pas étirer cette rencontre-là trop longtemps, mais en tant que journaliste, si elle a des questions par rapport aux résultats, c'est peut-être parce que elle veut ou ne veut pas que je sache quelque chose. Fait que je vais essayer de la coincer puis d'y poser une question un peu piège, là. Puis juste comme elle est sur le bord de la porte, là, puis qu'elle est prise dans comme machinalement sortir puis fermer les portes, là. Je vais dire, par contre, c'est vrai que ça, je peux vous le dire, là. L'autre prof de mathématiques, vous vous entendez bien avec lui? Oui, il n'y a pas de problème. On s'entend bien avec tout le monde. Il y a pas de... Tout le monde, toutes les enseignantes sont sympathiques, là. Il y a peut-être juste la bibliothécaire avec qui j'ai toujours eu un peu plus de misère, mais sinon, par ça va, là. Il n'y a pas de problème. Ah, faites-vous-en pas, moi aussi j'avais bien de la misère avec les bibliothécaires. Ben des livres en retard. Oui. Bon, je vous retiens pas plus longtemps. Merci, Madame Plamondon. Prenez soin de vous, là, monsieur. Puis là, dans mon calepin, je vais écrire suspect bibliothécaire. Parfait. De nouveau, tu te retrouves dans ces lieux, dans ce lieu, dans ces murs, entre ces murs, dans cet endroit obscur, éclairé par les lumières extérieures, du moins pour le premier étage. Tu as ta lampe torche dans les mains, t'attends, tu vois la voiture carrée brune de Mme Plamondon s'éloigner, tourner un coin puis disparaître dans la rue. T'es seul. Encore. Je vais me précipiter dans l'escalier en colimaçon, retourner près du casier de Naomi. Oui. Est-ce que il est toujours ouvert? Non, il est fermé. Oui, évidemment. Est-ce que je suis quand même capable de retrouver précisément son casier? Oui. Excellent. Parce que tu vois qu'il y a des mots dessus d'encouragement, genre on pense à toi, Naomi, puis des choses comme ça. C'est comme son chum qui a disparu. Je vais gonfler une grosse gomme ballon qui va me péter dans la face, mâcher ma gomme, mettre ça en arrière de la photo, puis écrire en arrière « Appelle-moi, Julien », numéro de téléphone, puis je vais coller la photo avec les cœurs sur sa porte. OK. Parfait. Tu colles la photo. Tu me faire, s'il te plaît, un jet de conscience. Contrôle? Contrôle, excuse-moi. Échec. 19 sur 13. OK.
Il n'y a pas vraiment d'échec critique, là, puis de réussite Mais on critique. était proches. On était Si ça proches. n'existe pas, je vais t'en faire un, moi, tu vois. Parfait. Tu colles la photo. Et au moment où tu colles la photo, t'as comme un... T'as l'impression encore d'apercevoir comme quelque chose qui se déplace au coin de ton œil, vraiment quasiment dans ton angle mort. C'est une... Il est pas loin de toi, il y a comme une espèce de table qui a été installée avec des chaises, puis un drap qui a été posé dessus, une espèce de nappe un peu sketchy des années 80, pour comme annoncer genre un party d'automne là, qui va avoir lieu comme début octobre, là, pour comme un peu rehausser, si on veut, l'ambiance et morose qui se déroule durant on va dire le début des cours. Et tu as vraiment cette impression-là de voir comme quelque chose passer pas loin du coin de ton œil devant cette table-là, comme quelqu'un qui part en courant. Je vais allumer tout de suite ma lampe de poche, je vais la pointer dans cette direction-là, puis je vais laisser pousser un petit cri. Maxime! Tu tournes au bord, tu pointes, tu vois rien. Tout ce que tu vois, c'est la table, la nappe, les deux chaises, des papiers pour s'inscrire au party. Je vais m'approcher, puis je vais investiguer la table, ainsi que les papiers pour s'inscrire. Y a-tu des noms déjà? Tu vois que oui, il y a des noms qui ont été marqués. Il y a comme une espèce de boîte en carton à côté de la table où est-ce qu'il y a comme des feuilles qui ont été placées dedans pour l'inscription pour les jeunes. Tu vois qu'il y a aussi comme des papiers pour des idées d'activité où est-ce que les jeunes peuvent genre donner leur ce qu'ils voudraient faire, des choses comme ça. Mais il n'y a rien d'autre vraiment qui te... OK. À titre indicatif, mon personnage est certes très stressé en ce moment d'être seul puis de se faire prendre, mais je pense pas qu'il a encore mordu tant que ça à la question de paranormal. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose. Il y a anguille sous roche, mais j'ai toujours réussi à expliquer l'inexplicable. Fait que je me dis, ils sont cachés, ils se sont cachés pour leur amour, il y a quelqu'un qui leur en veut, on les a battus, il y a quelqu'un qui est dans l'école, il y a un étudiant qui n'est pas supposé être là, le concierge est revenu. T'sais, dans ma tête à moi, la silhouette, c'est ça. Là. Puis l'histoire de la créa au tableau, c'est cette même personne qui réussit à m'éclipser dans la noirceur. T'sais. Fait en ce moment, j'agis beaucoup en termes de je suis une proie pour ce prédateur. Okay. C'est comme, viens, je vais te pogner. T'sais. Parfait. Je continue à me promener dans les couloirs. Parfait. Moi, est-ce que tu t'éloignes, t'entends de nouveau cette espèce de murmure-là qui arrive à ton oreille. Je m'immobilise cette fois-là. Puis tu entends vraiment un très très net. I lied. Et du coin de ton œil, dans ton angle mort, le même que tout à l'heure, tu vois la nappe sur la table se lever, comme s'il y avait quelque chose en dessous. Une forme qui se dessinait, comme quelqu'un qui se mettrait un drap sur la tête. Et la nappe se lève ainsi. Et tu vois clairement une forme humaine. Et tant que tu as comme ton regard tourné un peu sur le côté, tu vois comme le respire, comme si quelqu'un respirait sous la nappe, qui se soulève et qui se redescend. La respiration d'une bouche, le contour d'un nez, l'intérieur d'un visage. Qu'est-ce que tu fais? Je vais sûrement fondre en larmes. Un peu comme présentement? Ouais, un peu. Puis je vais me retourner vers la nappe. Puis tu sais, c'est une accumulation, là. Je sais ce qui s'est passé dans mon voyage en ex-Yougoslavie. Je sais que j'ai pas pu aider les gens que je voulais aider. Parfait. Puis là, c'est ma chance d'aider quelqu'un, fait que je veux juste répondre. Je suis là. Je suis là pour ça. Aide-moi. Tu te tournes de bord et, contrairement à ce que tu t'attends habituellement, tu t'attends à ce que la nappe soit retombée et qu'elle soit redevenue comme ce qu'elle était, comme si ce n'était qu'un mirage que tu avais, mais tu te tournes et, contre toute attente, tu es devant cette nappe-là qui est levée sous la forme d'un individu, comme si quelqu'un se cachait en dessous. Comme si tu avais un étudiant qui voudrait te jouer un tour. Et tu as une main qui se lève de sous la nappe alors que tu vois le bras se dessiner dans le drap et qui tire et qui descend dans le fond et qui veut comme pointer un bras vers toi. Et tu le vois descendre sa main pour faire un signe de vers le bas. Et à ce moment-là, la tête se tourne de côté, comme si elle avait entendu quelqu'un approcher en provenance du couloir perpendiculaire à celui où est-ce que tu te trouves. Et tu entends une espèce de gros BAM! Alors que tu vois une porte d'un des casiers s'ouvrir
Et à ce moment-là, le drap tombe sur le sol, la table bouge un peu, la chaise renverse. Tu entends des bruits, presque comme si quelque chose courait dans le corridor. Mhm. Je vais te demander, s'il te plaît, Ouais, déjà, de me lancer un des 4. Ok. 1. Tu vas, dans le fond, tu vas pouvoir te marquer à côté de... tu as comme une espèce de barre qui sépare ton contrôle. Là. Tu vas pouvoir mettre 1. Puis ça, dans le fond, c'est comme tu viens de prendre un point de stress. De sanity, ouais, ok. Ouais, parce que tu as eu un contact avec l'étrange et l'inexplicable. Je vais me garrocher à terre au bruit sourd. C'est trop pour moi, là. C'est beaucoup trop pour moi, là. Je vais me mettre en boule, puis je vais faire ce qu'il faut pas que je fasse dans ces moments-là, mais que je le sais qui est la seule porte de sortie pour moi. Je vais frencher Blanche-Neige, pour ceux qui comprennent ce que je veux dire. Fait que je vais ouvrir mon petit sachet, puis je vais me licher les dents. Puis je vais tomber un peu en transe, là. Non, Julien, non. Ben oui, dans le fond, sont là, là. Mais toi aussi, t'es là. Mais toi, t'es là. Puis quand tu touches, puis tout est vrai. Puis y a pas personne qui va te prendre ça, Julien. Puis je capote un peu. Okay. Puis tu vois que ça prend quelques secondes, voire un peu plus qu'une minute. Puis à un moment donné, soudainement, ta pupille devient grosse comme un diamant, alors que ça embarque. Et tu te sens un peu comme surstimulé par ce qui se passe autour de toi, mais aussi en même temps en contrôle, si on veut, de ton corps et de ses actions. Ok, fais-le pour les petits. Fais-le pour Maxime. Fais-le pour la Naomi. Puis là, je vais me répéter leur nom, là, puis j'étais un peu en transe, là. Naomi, Maxime, Tommy. Naomi! Maxime! Tommy! Naomi, Maxime, Tommy! Puis je vais retourner dans la porte du casier qui est ouverte, puis je vais tout sortir les livres. Je vais tout sortir ce qu'il y a dans le casier. Le casier qui s'est ouvert, là. Oui. Tu commences à l'ouvrir, tu sors. Tu vois qu'il était presque vide, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. C'est le casier d'un étudiant comme ça aurait pu être un autre casier qui aurait ouvert au final. Et tu sors du stock, des choses qui tombent à terre, puis il y a un objet très gros et très lourd qui tombe sur le sol. Bam! Tu vois que c'est un livre. Ça m'arrête un instant. Je vais prendre le livre, je vais le retourner, puis je vais regarder, puis je vais essayer de lire la couverture. Tu vois, la couverture, c'est une espèce d'étrange carré, un peu avec un effet 3D affreux des années 90. Et sur la couverture, il est marqué « À l'angle de l'univers » de Stephen Matthews, qui est dans le fond un mathématicien pour un des cours de mathématiques. Et tu vois que dans le fond, le dessin qui illustre une espèce de... l'effet comme d'un trou noir qui s'étire et qui penche vers le bas. Là. C'est super cliché de ces années-là. Tu vois que c'est un livre qui vient de la bibliothèque. C'est ça qui a l'espèce de code barre sur le côté. Ok. Je veux pas couper court, mais c'était trop, là. Fait que je m'en vais dans le couloir. Ben, Julien, moi, je suis correct, là. Mais... Ouais, c'est ça, j'allais te demander, ça va dessus. Ouais, ça va. Je vais essayer de ramasser du mémorial ou des différents trucs qui sont placés pour rendre hommage aux étudiants. Des fleurs. Tu dis qu'il y avait des fleurs? Oui. Je vais ramasser des fleurs. Parfait. Le livre. Oui. Les photos dans ma pochette. Oui. Puis je m'en vais. Parfait. Et c'est ce qui termine ta deuxième nuit à l'intérieur du cégep. Puis, avant de continuer, prendre une petite pause. Félix, ça va dessus? Oui, ça va. Top. T'aimes ça? Oui, j'ai du fun. Mais c'est inexpliqué, je sais pas pourquoi. Je sais pas, mais j'étais genre... Le fantôme qui arrive, j'étais gars... Mais j'étais genre pas bien, j'étais genre, hey Félix, ça va dessus, Ben? J'étais sur le bord de couper. Vas-y, Aline. T'avais une face vraiment, t'étais genre vraiment, on dirait que t'étais sur le bord de fendre, là. J'étais comme... Non, mais t'as-tu besoin qu'on prenne une pause? T'as-tu besoin qu'on prenne un break? Non, ou... je suis all good. Je vais me muter pour me moucher, mais c'est bon. Oui, vas-y, parfait. Fait que je vais attendre que tu te mouches, puis on va... C'est excellent. Parfait. Fait qu'on va reprendre ça. Je vais reprendre ça dans le fond pour le lendemain, là, le matin. On y va dans 5, 4, 3, 2. Donc, on débute ainsi la troisième journée qui va mener à la troisième nuit à l'intérieur du cégep. Qu'est-ce que tu fais comme action plus technique au courant de ta journée? Je déjeune avec de la bière chaude puis de la pizza frette la veille. Parfait. Je replace tout ce qui était placé dans mon appartement miteux, là, que je m'étais construit une espèce de fort autour de moi, là, de l'espèce de compréhension, là, de placer des objets, puis des photos, puis des déplacer. Mais à la lumière du jour, visiblement, rien de tout ça n'a du sens. Là. Je vais ramasser les fleurs.
Puis de façon très technique, je vais pas trop rentrer dans la narrative, mais j'essaierai d'aller voir si je peux porter ces fleurs-là aux membres de la famille. OK. Mon but, c'est d'essayer d'établir un contact avec eux, dans le but de leur dire que je travaille sur le dossier. Je suis pas là pour leur donner des réponses, je veux qu'eux me donnent du jus. OK, parfait. Ouais, ça me va. Je vais te... OK, cool. Oui, c'est parfait. Tu vas passer une partie de ta journée à aller voir. Est-ce que tu vas voir, dans le fond, la famille de Maxime, la famille de Tommy, puis that's it, ou tu vas voir d'autres familles? Ouais, je vais voir la famille de Maxime, puis j'imagine juste au pied de la porte, je réalise que comme j'ai juste un bouquet, puis là, je vais filer cheap, mais je vais juste enlever la moitié des fleurs que je vais tasser, puis je vais juste avoir un plus petit bouquet, puis je vais aller leur porter, je vais faire mes condoléances, là. Parfait. Maxime, puis ensuite de ça, je refais ça avec Tommy. Parfait. Et j'aimerais savoir, c'est quoi ton objectif pour ces rencontres-là? Mon objectif, c'est d'établir un premier contact, puis de façon super nonchalante, je vais leur présenter la photo de leur fils, ainsi que de Naomi, mais celle qui est avec le cœur. Puis je veux voir, est-ce qu'ils savent quelque chose à propos de ça? OK, cool. OK, je vais te demander de me faire 2 fois. On va le faire 2 fois, une fois par famille. Un jet de contrôle, mais tu vas le faire avec avantage. Fait que tu vas pouvoir lancer en fait 2 fois 2 des 20 et garder le meilleur les 2 fois. Fait que ça, c'est pour Maxime. C'est un succès avec 6 sous 13. Puis pour Tommy, c'est un succès avec 10 sous 13. Parfait. Pour les deux, tu es très bien accueilli dans le sens que t'es Julien, t'es le journaliste, t'es la star. T'es une des 3 personnes que son nom apparaît quelque part dans le village. Et il t'accueille ouvertement, t'accueille avec un certain confort vu la situation, mais un certain respect aussi vu la personne que tu es. Ils acceptent bien sûr ce que tu leur dis. Est-ce que tu leur offres comme tes condoléances ou tu offres autre chose? Comment tu... J'offre mon soutien. OK. Puis moi, c'est justement ça que je me suis trompé tantôt. Je dis que j'offrais mes condoléances, là, mais c'est pas du tout l'angle d'attaque que je veux donner. Moi, je veux leur dire que moi, j'ai pas fermé le dossier. OK. Tu sais, puis que je suis pas la police. Fait que si vous savez quelque chose, dites-moi là. Moi, je suis pas la police, là. OK. Je suis pas la police. Parfait. T'as, du côté de Monsieur Tommy, en fait, de la famille de Tommy Moisan, de ses parents Alexandre Moisan et Brigitte Moisan, t'as rien, on va dire vraiment, qui sort de l'ordinaire. Ils vont accueillir ton soutien, ils vont accueillir tes beaux mots, tes messages, ils vont te laisser entrer, ils vont t'offrir un café, tu vas pouvoir échanger avec eux autres un peu. Tu leur montres la photo. Ton but, ce n'est pas de leur donner, mais seulement de leur montrer. Exact. Ils n'ont pas de réaction plus que ça. Ils n'ont pas de réaction plus que ça. Parce que c'est une belle photo. Ça va. Ouais, puis tu sais, ça reste une hypothèse dans ma tête de pourquoi eux sont cintrés d'un cœur. Fait que tu sais, j'irai pas assumer des affaires auprès d'une famille endeuillée de la disparition de leur fils. Non, je comprends. Parfait. Et du côté de monsieur Marco Thibault, et Yolande Thibault, tu vas leur voir, c'est sensiblement un peu la même chose. Tu reconnais un peu le profil en fait, du père. Excuse-moi, j'ai dit Marco, mais Marco, c'est le nom du concierge. Ouais. C'est pas Marco. Martin. Martin. C'est drôle, j'ai vraiment mis Marco 2 places. Fait que ça va être Martin Thibault. Tu vas... cet homme-là, tu l'as peut-être déjà croisé auparavant. C'est un homme qui est un peu plus vieux que toi. Il a fait l'armée. C'est un gars assez costaud, assez sérieux et tout ça. Puis lorsque tu présentes la photo, ils n'ont pas vraiment de réaction, mais tu vois que le père, il a l'air de trouver ça étrange, l'espèce de cœur entouré. Puis tu sais, mais il ne soulève rien, il dit rien, c'est comme pas le temps. Là. Il n'y a rien qui le... Ouais. À lui spécifiquement, je vais lui donner ma carte professionnelle avec mon numéro de flip phone. Puis je vais lui dire, si jamais quoi que ce soit, vous pouvez me téléphoner, heure du jour ou de la nuit, peu importe. Je vais toujours être là pour recueillir vos questions ou vos réponses. C'est ce qui conclut un peu cette rencontre-là avec ces gens-là. Ils ne te disent rien du tout. C'est peut-être vers le milieu de l'après-midi que ton téléphone sonne. Alors que c'est Naomi Milton qui t'appelle.
Et tu vois que son message est très court. En fait, tu vois que dès que tu réponds, c'est comme si elle te faisait un monologue. Elle te laisse pas vraiment le temps de répondre ou de dire quoi que ce soit. Mhm. Et elle te dit, je sais ce que vous faites le soir, vous rentrez dans le cégep. Ce soir, je viens avec vous. Sinon, je le dis à la directrice de l'école. Je répondrai pas. Plutôt qu'elle raccroche. Je vais fermer le téléphone, puis pour moi, c'est une victoire. Mais je vais essayer ce soir-là d'arriver plus tôt pour demander à Agnès Plamondon de partir plus tôt en lui disant que moi, je me suis fait pogner, mais que je veux rester là. Puis que Naomi Thibault va sûrement venir me rejoindre. Pas Naomi Thibault, Naomi Milton, pardon. Parfait. Ce qui s'ensuit. Tu arrives au cégep plus tôt. Tu demandes à Mme Plamondon de partir plus tôt. Elle te donne des petites tapes sur ses épaules. Elle s'en va dans sa voiture carrée brune. Et au bout de quelques minutes, tu vois une autre voiture, probablement celle de ses parents, arriver, se stationner dans une place pour étudiants. Et une jeune femme d'environ peut-être 21 ans qui sort. L'air studieuse un peu, des grandes lunettes carrées, les cheveux un peu frisés blonds, foncés. Et elle se dirige précipitamment jusqu'à la porte, puis elle cogne. Elle ne te voit pas nécessairement à l'intérieur, c'est noir. Elle cogne, en sachant que tu es probablement là. Je vais m'intreculer un peu dans le hall d'entrée, puis je vais juste allumer ma flashlight 2 fois. La porte n'est pas barrée, right? Ok, la porte n'est pas barrée. Oui, c'est ça, mais je voulais savoir si tu l'avais barrée ou non. Non, parfait. Non. Elle rouvre la porte, puis elle te regarde avec un air très sévère. C'est une jeune femme qui n'a pas l'air d'avoir souri énormément dans les dernières semaines, jours. Mm-hmm. Elle te dit comme ça, vous fouillez dans les casiers des différents étudiants, c'est ça? Puis je prends ma flashlight puis je vais y pointer d'en face, comme pour me cacher mon propre visage, pour utiliser l'effet d'éblouissement à mon avantage. Oui, elle plisse les yeux puis elle se met un peu la main devant les yeux. Là. Puis je vais baisser ma flashlight puis je vais la retourner vers moi pour qu'elle me voie. Écoutez, je peux comprendre que vous voulez peut-être pas que tous vos secrets soient révélés au grand jour. Faites-vous-en pas, on travaille ensemble, Madame Milton. Je suis ici pour retrouver votre chum. Elle soulève rien. Vous vouliez m'aider? Ben, en fait, j'aimerais savoir un peu qu'est-ce que ça change pour vous venir le soir comme ça dans le cégep. Est-ce que vous avez découvert des choses? Est-ce que vous avez un quelconque indice qui pourrait nous aider à retrouver un peu la trace de Maxime ou Tommy? Je veux juste vous rappeler qu'on travaille ensemble, Madame Milton. Que je suis pas dans la police. Que je suis ici pour savoir la vérité, la vraie. Peu importe c'est quoi. Écoutez, peut-être que mes parents sont bien impressionnés sur le fait que vous avez été voyager ailleurs. Là. Sauf que pour moi, vous êtes vraiment juste quelqu'un d'autre. Puis si jamais la police ne trouve pas d'indice qui pourrait mener à retrouver ces deux gars-là, ben il y a une partie de moi, là, une petite partie de moi qui va penser que c'est un peu de votre faute parce que vous avez mis vos mains à des places qu'il ne fallait pas puis que vous avez comme taché des zones de preuve ou peu importe. Fait que j'aimerais savoir si vous êtes capable de me prouver ce soir que vous êtes d'une quelconque utilité. Absolument pas. Je suis pas ici pour vous prouver quoi que ce soit. En fait, je travaille pas pour vous. Moi, je travaille au nom d'une autre femme. Elle s'appelle Vérité. Marc. Hey, yo, hein? Je suis un has-been. Ouais, effectivement. Elle fait... pas loin qu'elle dit Yark. C'est pas loin qu'elle dit Yark. Elle fait... Tu vois, la conversation pour elle ne mène nulle part à ce moment-là. Là. Elle te dit tout simplement... ça fait combien de soirs que vous passez dans le cégep? Là? C'est ma première fois. Ok, cool. Puis là, vous avez trouvé des choses, vous avez vu des objets, vous avez des indices, quelque chose? Vous semblez être quelqu'un assez agressif. On va commencer par se détendre. Puis après ça, on va parler. OK? Ouais, ok. Bon. Je vais prendre le livre, puis je vais le pitcher en avant d'elle, à terre. Tombe sur le sol, c'est lourd, là, c'est un gros livre, là, comme ça, les gros livres de biologie de l'université. Là. Bam! Ça tombe sur le sol. C'est qu'elle baisse un peu les yeux, puis elle fronce les sourcils.
Elle relève la tête, elle fait « Ouais, qu'est-ce qu'il y a? » Vous avez déjà lu ce livre-là? Ben, c'est pas un livre obligatoire, mais c'est un livre qui est fortement conseillé, puis il n'y en a pas assez à la bibliothèque. Des fois, il faut qu'on se le commande, puis des fois, ben, c'est le premier arrivé, premier servi. Là. C'est un peu choquant, votre capacité à pas répondre à mes questions. Ben, L'avez-vous je déjà connais lu? ça. J'en ai lu des parties, oui, je sais quoi. De quoi ça parle? Vous êtes pas capable de lire ou. J'ai pas le temps. Je suis trop occupé à vider des casiers puis bafouer des preuves. Ben, c'est un livre de théorie, là. Ça parle dans le fond de différents types si on veut, des possibilités, des angles, puis aussi l'utilisation, si on veut, des mathématiques pour les voyages, comme par exemple l'utilisation de certaines zones de propulsion pour différents véhicules qui vont peut-être être utiles pour les astronautes dans les années à venir. Bref, c'est très, très, très théorique. Là. Je pense pas que je vais vous faire une formation ou un cours quelconque sur les mathématiques quantiques. Là. Non, mais vous venez de me prouver que vous en valez la peine. Là, vous voulez que moi je vous prouve c'est quoi ma job puis comment je travaille? Vous avez juste à me suivre. Suivez le guide, madame. Puis je vais passer en avant d'elle. Juste pour lui montrer que tu sais comme... Hey, si tu savais la quantité de personnes qui essaient de m'intimider puis de me livrer à la police, là. Ça me fait pas un pli, là. Surtout qu'elle se penche pour ramasser le livre, puis elle le garde avec elle. Puis elle te suit. Puis je vais me rendre à... Est-ce que c'est le même escalier qui monte au premier étage et qui descend dans les sous-sols? Oui. Je vais me rendre au pied de l'escalier. Je vais m'assurer qu'elle me suit. Oui, elle te suit. Là. Je vais prendre mon grande respiration. Je vais croiser une poubelle sur mon chemin. Je vais m'arrêter un moment. Puis je vais jeter Blanche-Neige dans la poubelle. Puis je vais descendre en bas. OK. Ça va te prendre un point de stress, s'il te plaît. Puis je vais descendre dans le sous-sol. Parfait. C'est sûr qu'elle te suit assez proche. Comme quoi, elle n'est pas nécessairement plus à l'aise que toi d'être dans un établissement obscur comme celui-ci, une fois la nuit tombée. Et alors que tu descends en bas, c'est un escalier qui ne fait qu'une descente d'un seul étage. Et qui, alors que les murs du premier sont sans nécessairement dire colorés, sont peinturés, mais tu arrives au sous-sol, puis c'est des murs en béton, froid, gris, avec un long couloir, avec d'autres casiers. Et au fond, dans le fond, tu vois que le chemin tourne vers la salle, on va dire, entre parenthèses, des machines, le soutien du cégep, là, avec, dans le fond, la chaufferette et autre chose comme ça. Êtes-vous déjà venu ici? Ouais, souvent, là, oui. Ben, je vous suis à cette heure. Amenez-moi là où vous pensez que Maxime se tiendrait le plus souvent. S'il vous plaît. Qu'elle regarde à terre, elle regarde le livre, elle tourne un regard vers toi. Tu vois que toute son espèce on va dire de son attitude, Sa façade. sa façade très sur la défensive est comme un peu tombée et ses épaules se glissent un peu vers le bas alors qu'elle commence tranquillement à se laisser traîner les pieds dans le couloir en direction du bout de celui-ci. Je ne la perds pas de vue. Okay. Mais plus elle avance, plus je prends mon temps. Pour qu'il s'établisse une petite distance entre elle et moi. OK. Puis au bout d'un moment, je ferme ma flashlight. OK. Tu fermes ta flashlight. Elle se tourne de bord, ou du moins tu penses qu'elle se tourne de bord. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe là? Chut. Puis j'écoute. Je sais que c'est dans le noir qu'il se passe des affaires. J'attends. Hey, arrêtez de niaiser, je voulais allumer votre flashlight, là. Ça n'a pas rapport. Là. Chut. Puis je vais rallumer ma flashlight. Mais c'est quoi votre idée? C'est quoi votre crise de problème? Est-ce que vous vouliez m'amener ici juste pour me faire peur? J'ai pas besoin de ça. De toute façon, c'est pas ça mon but. Ça fait 2 nuits que je viens ici. Ça fait 2 nuits qu'il se passe des affaires bizarres. Puis ces 2 nuits-là, les choses bizarres se sont passées dans le noir. Avez-vous peur du noir, Madame Milton? Non, j'ai pas peur de grand-chose. Okay. Ben moi, j'ai peur de tout. Puis j'ai surtout peur du noir.
Je vous raconterai pas ma vie, là. Puis je veux pas que vous me racontiez la vôtre. Mais je veux qu'on travaille ensemble. Ok, ça va. Allez-y, refermez la. Voilà. Je vais m'approcher d'elle. Je vais pointer ma flashlight vers ma main. Ouais. Là, ça va paraître bizarre. Pouvez-vous me prendre la main? Ouais, tu prends une main. Je vais serrer sa main. Si jamais il se passe quoi que ce soit, que vous sentez quelque chose, que vous voyez quelque chose, puis je vais le faire, serrer 2 fois. Si vous êtes dans le trouble, pognez ma main, puis courez. Je ferme la flashlight. Vous êtes dans le noir les deux. Tu finis par entendre seulement le bruit, on va dire, de la chaufferette qui gronde un peu plus loin. Mais au travers de celui-ci, tu entends ta respiration. Sa respiration à elle, qui s'égalise. Vous devenez comme... C'est comme si vous vous rendiez un peu en apothéose, où vous avez le même rythme qui respire. Et soudainement, tu sens une troisième respiration qui embarque par-dessus la vôtre. Puis une quatrième. Je vais serrer sa main 2 fois. Et tu commences à sentir comme s'il y avait d'autres choses qui respiraient aux alentours de vous. Mais pas une respiration humaine. Comme s'il y avait quelque chose d'autre aussi avec vous. Une respiration un peu plus gutturale, presque saccadée. Je vais serrer sa main 2 fois. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de force. Oh non. Ah, échec. 9 sur 8. Tu l'entends dire, elle, tu l'entends dire. C'est quoi ça? Est-ce que vous voyez? Je vois absolument rien. C'est Entendez-vous? quoi ça? C'est quoi cette porte? Hein? Et t'as l'impression que c'est comme si sa main se glissait de la tienne. T'essaies de la rattraper. Oh non. Puis t'entends comme un cri. Une espèce de... Comme quelque chose qui comme si sa voix devient comme étouffée. Une espèce de... Puis il n'y a plus rien. T'entends un BAM! Quelque chose de lourd qui tombe sur le sol. Naomi! Je rallume la flashlight. Sur le flashlight. Tout ce que tu vois sur le sol, c'est son linge. Ah. Le livre. Non, non. Tout ce qu'elle avait sur elle. Ah, tabarnak. Ok. Je mets ma main dans ma veste. J'ai pas ce que je cherche. À tâtons, je pogne une cigarette, je me mets dans la bouche. Je ma clope. J'en prends 2 puffs, j'accrisse à terre. Ok. Julien, ressaisis-toi, Julien. Puis là, je dois revoir en alternance du monde que j'ai perdu, là. Puis là, je viens de la perdre, elle, encore, là. Ça le fait pas, là. Je pogne le livre, je laisse le linge là. Puis je remonte à l'étage. Tu tournes de bord. Tu piles sur quelque chose. C'est ça. Je regarde au sol avec ma flashlight. En fait, tu piles sur 2 choses. Tu piles sur un soulier blanc de jeune homme. Puis comme une barre tendre dans son enveloppe. Non, c'est ok. Thanks. Oh non, Maxime est devenu une bartende. Ah non. Je ramasse le soulier. Ok. Puis je vais aller le... Si je continue à courir. Tu commences par la barre tendre? Je mets la bartende dans le soulier. Je pars en courant. Si j'ai le temps, là. Mais Oh, priorité oui, soulier. Priorité soulier, tu prends le soulier, tu prends la barre tendre. Moi, est-ce que tu prends la barre tendre pour la mettre dans le soulier, tu te rends compte qu'il y a quelque chose de très étrange avec celle-ci. Alors qu'elle est vide, mais que le sachet est encore fermé. Qu'est-ce que c'est ça, Colis? Tu la prends, tu la mets dans le soulier, tu pars en courant. Tu remontes à l'étage. Et alors que tu commences à courir pour remonter à l'étage, tu as l'impression d'entendre la voix de Naomi qui te murmure à l'oreille, genre « Non, non, oh non, on est ici, non! » Pas à soir. Puis je remonte. Tu remontes à l'étage et tu quittes le cégep, de ce que je comprends. Je vais jeter le soulier. Je vais essayer de cacher le soulier dans le cégep. En prévision de ma rencontre le lendemain avec Agnès Plamondon. OK. Je vais le mettre en dessous d'une poubelle. Puis le but, c'est pas de ralentir en faisant des nuits, puis des nuits, puis des nuits, puis des nuits, puis des nuits. Mhm. Là. Mais Julien, il a pas une grosse capacité, là. Non, je comprends. Fait que
là, il a trouvé quelque chose, il a perdu quelqu'un, il veut surtout pas se faire pogner avec Naomi Milton qui est disparue. Puis visiblement, c'est ça qui va se passer, là. Fait que là, il va essayer de quitter le cégep le plus rapidement possible, mais avant de sortir, il va regarder si le char de ses parents est encore là. Le char est encore là. Puis y a-tu quelqu'un dans le char? Non. C'est elle qui a conduit, donc, de ce que j'en comprends, pour se rendre jusqu'ici. Oui. Excellent. Je vais mettre la main sur la barre là, qui permet de sortir du cégep. Là. Je vais pousser la porte. Je vais me retrouver à l'extérieur. Je vais m'allumer une clope. Puis je vais fixer la porte. Je vais pitcher ma clope à terre. Je vais rouvrir la porte. Je vais rentrer dans le cégep. OK. Tu rentres dans le cégep. Qu'est-ce que tu fais? À nous deux, mon hostie de vieux bougon. Puis je vais descendre dans le sol, puis je vais pogner le livre. Là. Puis tu sais, moi, j'ai ça, les sciences. Puis je comprends rien aux sciences. Là. J'essaie avec ma flashlight de regarder dans le livre en tournant une page. Tu sais, je cherche une porte. Ça n'a pas rapport. Là. OK. Peux-tu me faire un jet de contrôle, s'il te plaît? Succès. Okay. Est-ce que je dois enlever mes 2 points de contrôle sur mon total? Non. Pour non. moi? Non. Je joue pas en version hardcore à jeu. tu commences à tourner les pages, à chercher des éléments, à chercher des choses qui pourraient attirer ton attention. Et c'est vraiment comme... Ce serait presque de la pure chance, alors que tu tournes une dernière page et tu commences à lire un chapitre qui te mentionne, dans le fond, l'existence de plans parallèles, l'existence d'endroits qui n'existent que la lisière de la compréhension humaine et aussi du regard humain. Des choses qu'on ne peut pas voir sinon dans l'angle mort de son regard. Des choses qu'on peut y avoir accès aussi seulement via l'angle mort de son regard. Des objets qui, si ceux-ci pourraient être utilisés à plein escient, pourraient nous permettre de voyager à des distances incroyables. OK. OK. Je vais me retourner exactement là où ça s'est produit avec Naomi. Oui. Je vais pogner mon téléphone à flip. Oui. Je vais ouvrir la caméra comme si je prenais un selfie. Oui. OK. Puis, je vais juste laisser la caméra activée, puis je vais essayer de pointer tranquillement dans mes angles morts à moi. OK. Puis j'essaie de voir si je vois quelque chose. Est-ce que tu y vas aussi avec ton regard ou toi, tu fixes toujours Moi, je fixe toujours la caméra. OK. Il n'y a rien du tout. Je vais appeler Naomi Milton. C'est chez ses parents. C'est chez ses parents. Elle n'a pas de cellulaire. Man, c'est quoi ça, les années 90? OK. Je vais appeler... OK, dis-le moi si j'abuse, mais c'est sûr qu'en tant que journaliste, j'ai un safety quelque part. Je peux me laisser un message sur ma boîte vocale. Oui, absolument, tu as une boîte vocale chez toi. Je vais appeler ma boîte vocale. Oui. Je vais placer mon téléphone à terre, oui. Juste à côté du tas de linge. Là. Oui. Je vais pogner le livre, puis je vais essayer de regarder dans mes angles morts. Là. OK. Dans le fond, pendant ce temps-là, tu t'es appelé, fait que tu enregistres dans le fond sur ton... Exactement. Parfait. Tu as le livre, tu commences à regarder dans tes angles morts. Tu es positionné exactement à l'endroit où Naomi se trouvait. Tu tournes d'un coin de l'œil et tu sens ton cœur arrêter de battre alors que tu le vois de ton angle mort, de ton œil gauche. Une porte. Une porte qui vient de nulle part. Qui est tout simplement là. Et que si tu tasses un peu plus la tête, la porte n'est plus là. Elle est vraiment seulement dans l'angle, la finalité de ton œil. Je vais raconter tout ça. Toutes ces nombreuses choses qu'on a l'impression de voir la nuit lorsqu'il fait noir, des ombres, des choses qui se mouvoient à l'origine de notre vision, proviennent de cet endroit-là, de ce que tu viens de comprendre. Puis je peux-tu, en sachant à peu près où c'est positionné, utiliser mon angle, puis essayer d'aller pogner la porte? Tu t'étires ton bras et tu sens le poil se lever vraiment sur ton avant-bras alors que ta main s'arrête sur quelque chose de froid, une poignée froide.
Ici Julien Boisvert, à Saint-Toussaint-des-Péchés. Over and out. Je vais ouvrir la poignée de la porte. Au moment où tu ouvres la poignée de la porte, tu as l'impression que c'est comme si tu revivais ce moment-là où tu avais été, en quelque sorte, propulsé par l'explosion. Lorsque tu étais en voyage, quand tu étais journaliste de guerre. Tu te sens vraiment comme si tu étais propulsé vers l'arrière. Tu traverses quelque chose et tu te retrouves dans un endroit très, très, très semblable au cégep. Mais tu as l'impression que tout est comme si ça avait été découpé au couteau. Tout est dans des angles étranges. Le plancher est comme à la limite coupant, comme si c'était des bosselets, des pointes, des triangles, des carrés. Rien de rond. Il n'y a rien du tout qui te laisse présager une courbe quelconque qui finit en douceur. Tout est dans une extrémité. C'est sombre. Mais tu as l'impression qu'il y a de la lueur, il y a de la lumière qui perce depuis les coins de certains endroits. Comme si celle-ci traversait d'un plan à l'autre. Et ce que tu vois au loin devant toi, tu vois une Naomi complètement nue, qui est comme un peu incompréhensible face à la situation. Puis à côté d'elle, sur le sol, il y a un Tommy qui est rachitique, comme s'il n'avait pas mangé depuis 1 semaine et demie, qui se tient le ventre. Il est tout blême, tout faible. Elle se lève les yeux vers toi, sans vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Tu n'as même pas pris conscience non plus que tu es complètement nu parce que ton linge est resté derrière. Puis elle te regarde avec des larmes qui lui coulent sur les yeux, puis elle dit Maxime est au premier. Maxime est au premier, mais il n'est pas tout seul. Il y a des choses qui habitent ici. Des choses qu'on voit seulement dans l'angle du dos. Puis je vais m'approcher d'elle tranquillement. Je vais y retendre la main. Tu vois qu'elle apprend. Ok. T'es pas tout seul. Moi non plus. À deux, on a peut-être une chance. Je peux pas laisser Tommy là. Regardez, il est en train de mourir. Il a pas mangé depuis 1 semaine et demie. Je vais me pencher puis je vais regarder Tommy. Est-ce qu'il est encore en vie? Tu vois qu'il est faible, il est tout blême. Il a perdu les livres. Il regarde vers toi. Il comprend plus vraiment. Il est un peu en délire. Là. Il comprend pas vraiment où est-ce qu'il se trouve présentement. Si je regarde à mon angle mort, je revois-tu quelque chose? Non, parce que t'es dans l'angle mort des choses, en fait, présentement. T'es dans l'angle mort de tout. Ok, Tommy, moi c'est Julien. Je suis ici pour t'aider. On va te sortir d'ici, mon petit gars, ok? J'ai besoin que tu me dises, est-ce que t'as déjà essayé de sortir du cégep? Non. On n'a pas été capable. Il nous empêche toujours. On se cache. Il y a des choses. Ça ressemble à des hommes, mais ils sont pas définis comme des ombres. Est-ce qu'ils viennent ici dans le sous-sol? Oui. Chaque fois qu'on essaie de s'approcher de la porte. On voulait essayer ce soir, sauf que je suis tellement faible. Maxime a mangé la bartende qui était avec... Il peut pas non plus, il est faible aussi. Je l'aime tellement, je veux pas qu'il... C'est correct. C'est correct. Tommy, je veux que tu saches que tes parents t'aiment. Ils t'attendent. Ils savent que t'es pas mort, petit gars. Ils savent que tu vas revenir. Mais là, j'ai besoin que tu donnes le tout pour le tout. Faut qu'on aille à la bibliothèque. Ok, fais-moi un jet de contrôle, s'il te plaît. Échec. 18 sur 13. Il est pas assez fort, il est pas capable de soulever. Je peux-tu le prendre, moi? Oui. Ok, ben je le prends en pompier. J'ai appris ça sûrement en étant au front avec des soldats, là. Ouais. Tu le prends par le bras, puis là, je le roule, puis je le mets sur mon épaule, là. Ok. Puis je remonte au rez-de-chaussée. Avec lui sur mon épaule, puis Naomi sur mes talons. Au bout de peut-être 1 minute, je te demandais d'enlever 3 points de HP. Alors que tu commences à sentir tes pieds se couper sous le sol obtus qui se trouve, qui t'empêche en fait de marcher correctement. Nu-pied en plus. Tu avances, tu vois qu'il y a du sang qui coule sur le côté. Celui-ci ne fait que comme
descendre et couler et suivre le long des angles sans vraiment jamais s'arrêter, comme s'il n'y avait pas d'endroit plat. Et alors même que tu as l'impression qu'il va toucher le sol, c'est comme s'il remontait dans un autre angle. Moi, je suis flambette, j'ai absolument rien. Absolument rien. Ok. Je vais essayer de retrouver la poubelle dans laquelle j'ai jeté le soulier. Tu arrives au premier étage, tu commences à regarder aux alentours et tu reconnais vraiment vaguement le cégep, sauf que celui-ci, justement, est tordu dans des zones, dans des angles, dans des choses qui sont impossibles à comprendre. Tout va dans absolument tous les sens, à un point où est-ce que ça en est presque, je dirais, difficile pour le cœur. Ça en est comme si tu avais un peu le mal de mer, sauf que lorsque tu marches, tu as tout le temps l'impression que tu tombes vers l'avant, tu tombes vers l'arrière et que tu finis par atteindre une poubelle où tu es capable d'apercevoir ce fameux soulier que tu as laissé là. Qui fait qu'il y a des choses qui traversent. Non, il n'est pas traversé, il est de l'autre côté. Mais je peux pas aller le pogner. Oui. Ok. Ok. Je vais déposer Tommy au pied de la poubelle. Je vais regarder Naomi. Il faut trouver Maxime. On a été capable de traverser l'autre bord en pognant le livre puis en regardant dans l'angle mort. Si ce livre-là est quelque part dans le cégep à la bibliothèque, c'est peut-être notre seule façon de retourner de l'autre bord. Tu vois que Naomi te dit c'est pas le livre, c'est seulement la porte. Le livre, c'est seulement une explication. Il apporte rien de plus. La porte est toujours là. Ça me fâche un peu, là. Ah ouais? Mais si elle a tabarnak, elle ouvre la petite porte. Hein? Je sais pas. C'est quoi ta piste de solution de base si tu veux pas finir comme lui? C'est sûr qu'elle est juste au plus du dépourvu, elle n'a plus rien. Elle comprend. Ok, écoute-moi bien de bord, reste avec lui. S'il y a quelque chose, sauvez-vous. Si jamais je traverse, je vais essayer de revenir vous chercher. Ok. Hey Naomi. Quoi? Merci. Elle répond pas, là. Pas là. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que je peux prendre autour de moi ou tout est pogné de l'autre bord? Est-ce que tu essaies de prendre quelque chose? Est-ce que je vois, genre, mettons, un extincteur? Tu essaies de prendre l'extincteur? Fais-moi un jet de force. Succès! Sauf que 58. Tu arrives à l'extincteur, puis c'est comme si tu voudrais le prendre, et c'est comme si tu te sentais glisser à ses côtés, comme si tu n'étais pas capable de vraiment mettre l'empoigne dessus, comme si tu ne vivais qu'aux alentours de lui. Et tu te forces, et tu as l'impression de le voir se prendre dans tes mains. Et tu te dis, si quelqu'un voit ça de l'autre côté, c'est comme s'il verrait l'instincteur flotter dans les airs à ce moment-là. Et tu as l'instincteur dans tes mains, puis tu as mal. C'est comme si tu te coupais sur un paquet de triangles pointus. Mais tu l'as dans tes mains. Mais sauf qu'il est de l'autre bord. Oui. Je vais pogner l'extincteur, m'approcher de Naomi puis Tommy. Oui. Puis je vais essayer de jeter de la mousse d'extincteur sur eux autres dans l'espoir que ça fasse leur forme. Tu le fais. Ça ne fait rien, ça passe au travers d'eux autres. Ok, je vais continuer à activer l'extincteur, puis je vais m'amener jusqu'à l'escalier principal. Parfait. Tu marches jusqu'à l'escalier principal. À mi-chemin, t'entends un bruit. Quelque chose à une certaine distance. Comme une espèce de craquement. Ça fait genre une espèce de clac, 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 clac. Et si tu jettes ton regard en direction de tout ça, tu as l'impression de voir au loin, dans un couloir, une forme vaguement humaine, mais qui est composée uniquement de formes obtuses et pointues, qui se déplacent au rythme du sol
en se claquant, en s'emboîtant dans certains angles, dans certains obtus, et qui s'approche vers toi à une certaine vitesse. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de monter au premier. Parfait. Tu cours jusqu'au premier étage, tu grimpes. Qu'est-ce que tu fais rendu en haut? Je vais regarder dans l'escalier si la créature me poursuit. Tu vois que celle-ci ne fait que passer. Comme si elle s'en allait ailleurs. C'est vaguement humain. Tu as l'impression de regarder comme quelqu'un qui aurait des traits vraiment pointus. Presque comme on va dire presque comme des personnages de PlayStation 1. Ben, c'est ça que j'allais dire, comme exemple James Bond, GoldenEye. Tu as l'impression de voir des formes vraiment pointues qui se déplacent et qui sont à la recherche comme de quelque chose. Du haut de l'escalier, je vais crier. Maxime? Maxime Thibault? À la créature? Ouais. Tu sais qu'elle lève la tête vers toi, tu croises le regard de quelque chose de vaguement humain, puis tu l'entends faire un espèce de bruit qui ne ressemble à rien de ce que tu aurais pu entendre, un genre de bruit qui ressemble à une espèce de... Et au même moment, tu entends derrière toi, plus loin, une voix qui fait « Oui? » Oh fuck. Puis je vais partir en direction du véritable Maxime Thibault puis mettre le plus de distance possible entre moi et la créature. OK. Au moment où tu te mets à courir, tu entends une espèce de... comme si elle était en train de monter les escaliers en courant, à force que tu l'as comme appelé. Tu entends des espèces de bruits de elle qui s'emboîte dans les triangles, qui se soulèvent, qui se déplacent, qui se glissent, qui se cassent en quelque sorte pour continuer à grimper les escaliers. Tu cours jusqu'à la classe où tu avais, dans le fond, la première fois entendu le bruit, et tu vois un Maxime Thibault dans un coin, complètement nu, qui est aussi blême comme un drap, puis qui fait genre « Vous êtes qui, vous? » Je m'appelle Julien Boisvert, je suis venu ici de te sauver. C'est vraiment pas le moment de se poser des questions. Puis je vais essayer de me cacher avec lui. OK, tu te caches avec lui. La porte s'ouvre. T'entends une espèce de clac, 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 se déplace. La personne se cogne dans des meubles, se déplace dans des choses. Et tu vois qu'elle a l'impression... Tu te dis qu'à ce moment-là, t'as cette espèce de moment-là qui te revient où est-ce que t'as vu quelqu'un sous un drap qui devait être un des deux jeunes hommes qui se faisait poursuivre par une créature de la sorte. Et celle-ci reste immobile, debout. Puis t'as l'impression qu'elle regarde autour d'elle, même si tu as de la difficulté à pouvoir avoir un angle précis sur son regard. Puis elle fait une espèce de... Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de dextérité. Puis je vais te donner l'avantage. Parce que tu es une obscurité. Échec. Échec. Tu vois qu'elle finit par se tourner vers vous, toi et Maxime. Puis pendant quelques secondes, elle est immobile. C'est comme si tu regardais deux angles qui partaient dans des directions opposées. Puis soudainement, ça commence à marcher vers vous. Qu'est-ce que tu fais? Je pousse les bureaux, je pogne Maxime, puis j'essaie de me sauver. Parfait. Je vais te demander de me faire, s'il te plaît, un jet de force. Échec. Tu réussis à pousser le bureau, tu vas pouvoir te prendre 2 de dégâts, alors que tu sens tes mains se couper sur le bureau. Et tu continues à voir ton sang glisser le long de différents angles. Tu pousses le bureau, vraiment, c'est comme s'il fallait que tu fasses quelque chose que normalement tu aurais poussé facilement. Il faut que tu fasses un effort surhumain, alors que celui-ci va se déplacer, va se cogner sur la créature en question qui tombe un peu à la renverse et qui s'emboîte et qui s'enchaîne dans différents angles. Tu cours avec Maxime en le tenant par la main. Qu'est-ce que tu fais? Je cours dans le couloir. Je ne connais pas grand-chose de la physique, mais j'essaie de trouver un miroir. Fait qu'une salle de bain, I guess. OK. Tu rentres dans une salle de bain pour hommes. Il y a un grand miroir. Je pogne Maxime, je regarde le miroir, puis là, j'essaie d'utiliser tous les angles possibles pour essayer de voir moi dans le miroir, dans l'angle du miroir, en faisant des réflexions dans le miroir, s'il y a une quelconque façon de retrouver la porte dans mon angle mort. Je suis juste là dans mon thought process. Là. Okay. Est-ce que je peux revert? Tu vois que Maxime, il comprend ce que tu fais. Là. Il comprend ce que tu fais.
jeune homme qui autrefois était tant souriant. Là, tu le vois, t'as 2 doigts de claquer, tu l'as dans tes bras. Là. Puis il fait non, il faut retourner en bas, dans le sous-sol. La porte est au même endroit. Il faut juste prendre le temps de regarder comme du monde. Mais ils nous laissent jamais le temps. Ils sont tout le temps pas loin. Il faut tout le temps qu'on court. On est si faible. Ça fait des jours qu'on essaye d'attirer les gens. Je vais le pogner par la face. Je vais le regarder droit dans les yeux. Mais avant, moi, j'étais pas là. On va essayer une dernière fois. Ah ouais, ton chum t'attend en bas. Je vais le pogner puis je vais essayer de retourner dans le couloir puis de descendre au rez-de-chaussée, rejoindre les 2 autres. Sors à l'extérieur avec lui, tu cours avec, vous descendez au rez-de-chaussée. Vous retrouvez Noémie et Tommy qui sont comme accoudés dans un autre coin. Et au moment où tu vas les rejoindre, qu'est-ce que tu leur dis? On est tout le monde réunis ensemble, là? Ouais. Je crie, là. Go, 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 on descend, on descend, on descend! Tu vois que tu arrives pour descendre, puis Noémie te prend par le bras. Elle dit, regardez là-bas. Tu vois qu'elle te pointe comme un peu plus loin, à l'extérieur, les portes du cégep qui mènent jusqu'à l'extérieur. Et tu vois à l'extérieur du cégep, comme des formes géométriques, flotter dans les airs, se fracasser, se cogner, comme si ça menait justement à un autre plan d'existence. Et tu te rends compte que toutes ces formes-là que tu vois à l'extérieur du cégep, toutes ces différentes formes obtuses, de triangles, de rectangles et autres, ils sont tous un peu comme emboîtés les uns dans les autres. Puis ils ont tous un peu, si on veut, une personnalité ou une conscience propre, alors que tu te rends compte qu'ils ont tout un peu un regard, un peu la même manière de ces créatures-là qui te poursuivaient à l'intérieur du cégep. Il y a des yeux qui vous tanguent et qui vous regardent et qui vous scrutent l'âme. Des yeux, des centaines de yeux. À l'extérieur du cégep. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont l'air hostiles? Oui, est-ce qu'ils essayent de rentrer? Là? Non, tu vois qu'ils ont juste l'air d'attendre. D'attendre peut-être que vous sortiez. D'attendre que vous fassiez attraper par ces autres créatures-là. Puis tu vois que c'est comme un point où est-ce que tu vois que Naomi, un peu comme les 2 autres gars, là, elle est à un point où est-ce qu'elle est brisée mentalement et qu'elle n'a plus le réflexe de vouloir, si on veut, se protéger face à une menace. Et tu vois des formes se détacher de cette espèce de masse-là d'extérieur. Des formes qui prennent vaguement une forme humaine et qui se déplacent un peu à la manière de ceux que tu as vus à l'intérieur et se dirigent vers le cégep. Ok, mais là, tu as la chance de saluer dans le sous-sol. Là. Ok, Naomi, là, pogne lui, moi je pogne, tu sais, je suis comme décloche, là. Ok. Fais-moi des contrôles, s'il te plaît. Échec. Tu vois qu'elle ne réagit pas alors qu'elle se tourne vers toi et elle te dit, comprenez-vous seulement l'importance de ce qu'on vient de découvrir? Comprends-tu que si tu sors pas d'ici, tu pourras pas en parler à personne? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils sont méchants? Le fait que tes amis, ça fait une semaine qu'ils s'en sauvent. Puis tu vois que tu regardes, puis Tommy, il passe out, là, il est plus là. Ok, il a perdu conscience, là, mais il est est encore physiquement... Oui, il est encore physiquement là, mais il a perdu conscience. Parfait. On devrait rester, on devrait leur parler. Essayer de faire un contact. Peut-être qu'ils sont juste peur comme nous. Reste là. Puis sinon, ben, cours. Je vais prendre sa main. Je vais serrer 2 fois. Puis je vais me diriger vers la porte d'entrée du cégep. Ok. Tu t'en vas vers la porte d'entrée du cégep. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Échec. Échec. T'arrives pour te lever, puis t'y rendre. Puis tu as une main forte sur ton épaule qui te repousse vers l'arrière. Alors qu'elle t'emboîte le pas. Il n'est pas question que ce soit toi qui aies un premier contact avec une quelconque forme de vie vivant dans un autre plan. C'est comme ça qu'elle voit ça. Puis tu te fais comme vraiment comme projeter vers l'arrière, comme si elle t'avait comme fait presque une jambette. C'est ça qu'elle se dirige vers la porte du cégep. Et au moment où elle ouvre une première porte et que les créatures en question ouvrent une seconde porte,
Tu vois que c'est comme si les créatures l'englobaient d'un seul coup et que chacun de ces angles ronds se fendait et se brisait pour devenir un tout à l'intérieur de ces créatures-là et former ainsi un nouvel angle obtus, ou plutôt une succession d'angles obtus. Et tu vois dans le fond sa chair se déchirer. Sa tête se tendre d'un côté, devenir un triangle. Des choses, son bras, on va dire, se virer vers l'arrière alors que ses doigts finissent par comme en pointe. Et ça se met à pisser le sang dans tous les sens. Puis elle hurle de douleur. Qu'est-ce que tu fais? Je suis paralysé, man. Je suis terrorisé. Ok. Est-ce que Maxime puis Tommy est inconscient? Tommy Maxime? Pastat, Maxime, tu le tiens dans tes. Maxime te tient la main, puis tu vois qu'il te regarde avec un regard faiblard, puis il dit sous-sol. Je vais essayer de ramasser Tommy. Tu le prends par le pied, puis tu le traînes en quelque sorte en direction du sol. Ouais, ou tu essaies de le pogner en patate un peu, puis tu le transportes jusqu'au sol, puis tu vois que Maxime essaie de te suivre comme il peut. Puis vous commencez à descendre, puis au moment où vous descendez, tu entends les portes du cégep s'ouvrir et tu entends des formes se déplacer. Clac, 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 clac. Puis tu as presque l'impression d'entendre la voix de Naomi au travers d'une espèce de. Alors que les formes commencent à descendre l'escalier menant au sol. Tu cours avec Maxime et Tommy. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de me replacer exactement au même endroit que j'étais au moment où j'ai été aspiré. Okay. Puis de refaire le même processus. Là. Tu cours, tu as tes poumons en feu. Tu arrives, alors que tu es aux 3/4 du chemin, tu vois le linge sur le sol, l'endroit où tu as été téléporté, tu reconnais ton linge, tu vois ton téléphone, tu vois tes objets personnels, ton pad. Devant toi, au fond, tu vois sortir de l'obscurité des formes triangulaires qui commencent à se déplacer en direction de toi. Il y en a qui arrivent en avant, il y en a qui arrivent en arrière. Tu arrives au niveau de ton linge, tu commences à regarder dans tes angles, tu vois une poignée de porte. Je garde la main de Maxime, que j'espère qu'il, d'une quelconque façon, ou avec Tommy sous moi. Je sais que tout le monde en a un contact physique, là. Puis je pogne la poignée de porte. Tu tournes le bord, tu prends la poignée dans tes mains, tu la tournes. La première chose que tu sens, c'est le sol froid, mais plat. Du sous-sol. Du cégep. T'as les deux gars avec toi. Tommy est inconscient. Maxime est vivant. T'as ton linge à terre, tes objets. Si tu montes au deuxième, ou plutôt à l'étage, tu vois... T'as l'impression de voir comme des traces de sang dans l'entrebâillement, dans le fond, des deux portes menant à l'intérieur du cégep. Mais ces traces-là, tu les vois seulement du coin de l'œil. Comme s'ils n'étaient pas là vraiment. Bon. Ouais. Et c'est ce qui met fin à la partie, Félix. Ah. Yoï. Ça va? Good job, Pépé. T'as le fun? Mais t'as-tu aimé ça? Ah oui, non, c'était... What the fuck? Ah, man, ouais. Ouais, je t'allais jouer sur les angles. Je t'allais jouer sur l'univers des angles. Ah sur non, on a tué Naomi Milton. ce qu'on voit dans nos angles. Oh, quelqu'un d'autre passait la porte avec toi, il était fini. Là. Les NPC, je prends pas en considération qu'ils ont une même force mentale que les personnages joueurs. C'est un peu pour ça que t'es un personnage joueur. Hey, merci tout le monde. Yeah! 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 Hey, partie de plaisir. Non, c'était plaisant. C'était très épeurant, mais tu sais, c'est ça, dans le fond, quand tu vas dans une maison hantée, à quoi tu t'attends? Là? Effectivement. Pour fun fact, c'était mon scénario de Channel Fear que je t'ai fait là. Yeah, ouais, j'ai cru comprendre à travers les branches. Là. C'était mon scénario de Channel Fear que finalement je t'ai fait parce qu'on n'a pas eu le temps de le jouer. De mon cru. Pondu ça maintenant. Là, je checkais mon angle mort. Je fais hey, c'est cool ça. C'est cool ça, un angle mort. Moi, je check plus jamais mes angles morts. Je me mets des œillères comme un cheval. Ouais. Fait que, bref, c'est tout. J'espère que vous avez aimé ça. Écoutez, si jamais ça vous intéresse, Luminal Horror, un petit système bien rapide, bien simple.
Ça n'a pas été compliqué. Tu n'as pas eu Je suis allé un peu soft parce que je voulais encourager l'ambiance, mais il y a des tables, si on veut, d'effets de folie. Là, mais je trouve que tout seul, je vais te laisser une chance. En équipe, peut-être que ça marche mieux. Mais... Oh non, mais je pense que je l'ai embrassé, la folie. Là. Oh oui. Fait que merci, Félix, de t'être prêté au jeu pour ce one-shot d'horreur, ma foi, agréable. Et, Je suis très content de ne pas être sorti tout seul. Oui. Parce que sinon, la dernière personne à qui Naomi Milton aurait parlé, c'est moi. Elle a emprunté le char de ses parents, on est au cégep, me rejoindre. Je finissais comme le concierge. Oui, probablement. Le concierge va être libéré. Donc, merci, Félix. Merci aux personnes merci à toi, Pépé. Ben, c'est super cool. Très cool. Merci aux personnes qui ont commenté, liké, qui vont liker et partager cette vidéo. Ça nous a fait un plaisir de faire ce petit one-shot d'horreur-là. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est parce que, aussi, je voulais le mentionner, nos one-shots ont été très différents. On a abordé des thèmes absolument différents. C'est ça qui est cool. C'est vraiment pas le même beat, c'est pas la même ambiance, c'est pas les mêmes thématiques. C'est super le fun. Yes. Fait que merci encore et on se dit à la prochaine frousse.